Ça parle d'hallucination. On m'a juste dit ça. Voilà, c'est tout ce que je sais. Bonjour à tous, petite annonce avant de commencer la vidéo. La première moitié de ma tournée avec mon groupe de musique s'est terminée récemment. Toutes les dates étaient complètes. On recommence la tournée en septembre avec toutes ces dates. On vous attend particulièrement au Trabendo à Paris et à notre plus grosse date jusqu'à maintenant, le Bikini à Toulouse. On en reparlera plus tard. Le lien des billetteries est dans la description, ça n'impactera pas la quantité de vidéos qu'il y a cette année. Ça fait pas peur. Et bah quand bien même ça fait pas peur, c'est pas grave. Et pour les prochaines dates annoncées, suivez-nous sur le compte Instagram Feldup-Band. Merci. C'est plus culture G que horreur, celui-là j'avais bien aimé. Bah ouais mais moi j'aime bien. Genre... C'est bien de se renouveler quand même. On a eu des années quand même. On a eu au moins 2 ou 3 ans avec plein de fans d'horreur, plein de vidéos de ce type-là. Moi je comprends que Feldup il essaye de faire d'autres formats. Je vais vous avouer quelque chose. Depuis le début de Findings, je vous parle de trucs chelous et de trucs qui la plupart du temps font peur, mais un truc dont je parle quasiment pas, c'est ce qui, moi, me fait peur. Je parle pas forcément du type d'horreur qui est efficace sur moi, ça vous le savez probablement, je parle vraiment du type de peur le plus simple, le plus bête et le plus irrationnel, la phobie. Et si j'en ai quelques-unes très simples, je sais pas moi, les perles de tapioca, voilà, les bubble tea c'est un cauchemar pour moi, il y en a une qui a toujours été là. Et attendez, avant qu'il dise sa phobie, moi j'ai envie de vous demander, c'est quoi vous? Alors là, je vous demande pas de me donner une peur de merde. Hein. Genre, si vous avez identifié qu'il y a un truc qui vous fait vraiment peur dans la vie, c'est quoi? Pas trouvé encore? Les gens, les guêpes, le fascisme, les trous, le vide, l'étard, les insectes volants, les aiguilles, le vide, la solitude, les oiseaux, le vertige. Le vertige, je peux comprendre, ouais. Les gens aussi, je comprends. La foule, je comprends, ouais. Les insectes, les machins, les trucs comme ça, je comprends peut-être un peu moins que ce soit une peur fondamentale, un peu. Les dents qui grincent, les feux d'artifice, la maladie incapacitante, les poteaux dans l'eau, les gens. Ouais, ça revient souvent, les gens. Hein. Moi, au début, je pensais que, quand j'étais jeune, je pensais que j'étais agoraphobe, mais en fait, j'étais juste France. Et du coup, j'avais peur que ça... J'avais peur de... Bref. Les ballons en mousse mouillée. Oh, moi, j'ai failli me faire virer de mon école parce que j'ai fait des têtes avec des ballons en mousse mouillée. Et que j'étais couvert de crasse. Et que la directrice, elle m'a emmené dans le bureau. Et elle m'a fait passer une après-midi entière dans le bureau. Et elle voulait me virer. Je me rappelle. Je sais pas pourquoi. Elle s'est acharnée sur moi. Les impôts. Ah, moi, je comprends. J'ai peur aussi. Bah, c'est plus administratif, quoi. C'est con, mais les crapauds. Ah ouais? C'est marrant, ça. Mais pourquoi? Le fait de les toucher? Genre d'avoir plein de maladies quand tu les touches? Après, je trouve pas ça moche, un crapaud. C'est pas moche. Mais par contre, oui, c'est dégueulasse. Enfin, c'est sale. Mais c'est pas moche. Il y a des choses qui sont sales, mais qui sont pas moches. Genre, par exemple, la pourriture. La pourriture, c'est sale, mais c'est pas moche. Quand tu regardes ça au microscope, c'est... Genre, les spores et tout ça, enfin, c'est un peu Nausicaa, la vallée du vent, quoi. Il y a un truc un peu stylé. Mais c'est sale. À un moment, j'avais peur du gras dans la bouffe. Ok. En vrai, le fascisme, ça fait peur. Oui, c'est vrai que ça fait peur. C'est vrai. Ça dépend... T'en es la cible, quoi. Les sous-sols du type parking lorsqu'il n'y a personne. Ok. Moi, je vais vous dire, moi, c'est la perte de contrôle. C'est pour ça que je parle un peu de peur un peu méta. Moi, c'est vraiment la perte de contrôle. C'est que, genre... moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à prendre des drogues et tout. Ou alors, j'ai peur des anesthésies. J'ai peur de perdre la mémoire. J'ai peur d'avoir un état de conscience altéré, en fait. Après, ça va. Genre, l'alcool, par exemple, ça va. Mais les drogues un peu plus hard, genre... une fois, j'ai pris des champis. Et je vous jure, j'ai fait un bad trip parce que j'avais trop peur de ce qui m'arrivait. Peur phobie, pas pareil. Bah, je sais pas s'il y a une phobie de la perte de contrôle, mais... Enfin, je sais pas... pas ce que vous voyez, du coup. Insomniaque. Ah, mais j'ai eu une peur des insomnies pendant très longtemps dans ma vie. Ça, je comprends. Ça aussi, c'est une vraie peur un peu méta, ça. Une peur de pas dormir. La peur de pas dormir. Et finalement, ça te fait avoir des insomnies alors que t'es pas censé en avoir. Parce que t'as peur de pas t'endormir. Du coup, t'es tendu quand tu vas t'endormir.
Je peux plus fumer de bœuf, t'es dans cette méta. Non, parce que j'en ai littéralement fumé hier soir. En fait, je suis une merde. Vu qu'il y a tout ce qui se passe dans l'actu et vu que j'ai eu une rupture amoureuse, j'ai retouché un 10 balles et j'avais pas fumé depuis longtemps. Et hier, je me suis fumé un joint toute seule. Mais c'était drôle un peu. J'avais envie de revivre cette expérience d'être juste défoncé. Du coup, trop triste. Bah non, c'est pas trop triste, c'est tout. Il y a des moments, genre, j'en ai besoin. C'était le plaisir. Oui, voilà, c'était le plaisir. J'étais là, je planais un petit peu. Et je regardais une vidéo de Billy et je rigolais bêtement devant parce que... Je sais pas. Petit 10 balles, bah ouais. Oui, oui. Mais moi, il m'en faut peu, hein. En 4 tafs, j'étais déjà ailleurs. Hein. Depuis ma plus tendre enfance, je suis terrifié à l'idée de perdre le contrôle de mes sens. On est pareil! J'ai exactement la même chose, moi aussi. Putain, mais il a la même... Ouais. Pff. Non, let's go. Il a la même peur que moi. Avoir des hallucinations, entendre des choses qui ne sont pas là, sentir une odeur que personne ne sent, l'idée que mon cerveau du jour au lendemain cesse de coopérer est une idée qui me terrorise au plus haut point. Je ne touche à aucune substance illicite à cause de ça, je faisais des cauchemars centrés autour de cette idée pendant des années, et il y a certains... Et moi je vous jure, comment dire, cette peur, elle s'est confirmée et elle s'est déclenchée quand j'ai fait une opération, alors c'était opération liée à la transidentité, j'avais fait une anesthésie générale pour me faire opérer des seins. Et en fait, quand je me suis réveillé, déjà ce qui m'a terrifié, c'est que mon corps, il s'est mis à trembler. Genre, en fait, j'étais en salle de réveil et mon corps, il tremblait. Et en fait, je pouvais pas le contrôler. Et du coup, ça me terrifiait. Genre, j'étais en mode, mais je paniquais, j'étais en mode, mais wesh, mais je n'arrive plus à le contrôler, en fait. Et ce qui m'a fait peur aussi, c'est que pendant 2-3 jours ensuite, par exemple, j'avais pris mon téléphone pour pas me faire chier pour pas me faire chier après l'opération, quoi, en salle de, en salle de repos, quoi, en quelque sorte. Et j'étais incapable de me souvenir du code de mon téléphone. Je ne m'en souvenais pas. J'ai mis 3-4 jours avant que la mémoire me revienne. Ça veut dire que des fois, en fait, tu perds des fractions de ta mémoire. Et ça me terrifie. Salle de réveil. Non, une fois que tu te reposes, t'es dans ta chambre, quoi. Et voilà. Et ce genre de choses, ça me fait peur. Vraiment, genre, c'est... Et du coup, j'étais angoissé. Genre, je tapais mon code plusieurs fois, ça marchait pas. Et j'étais en mode, ah putain, j'ai trop peur de ça. Je me rappelle, la dernière fois que ça m'était arrivé, c'est quand avec Dany, Raz, Cassandre, Ilyes et tout ça, on se faisait une soirée, on jouait à LoL. Et ça lance la game. Et en fait, ma game ne charge pas. J'éteins le PC, je le rallume. Et j'essaye vite de rentrer mon code pour pas les emmerder, quoi. Parce qu'on a lancé une game tous ensemble. Et là, je ne retrouve plus mon code que pourtant je mets tous les jours quand je démarre mon PC. Je le retrouve pas. Et du coup, je pétais un câble. Genre, pendant une demi-heure, j'étais coincé. Et finalement, ils ont fait une game, ils ont perdu, tu vois. Mais c'est... Je sais pas, genre, j'ai trop peur de ça. Trop bizarre. La fatigue. Je sais pas. Un concept et images qui peuvent... pourtant, j'ai essayé tous les codes possibles, sauf le code mon code, en fait. Facilement déclencher de la panique en moi. Genre par exemple, je ne peux pas physiquement toucher avec mon doigt certaines illusions d'optique sur une feuille ou un écran sans avoir un mouvement de rejet. Oui, ça s'est un peu foutu de ma gueule, oui. Ça, c'est le regard de quelqu'un qui passe vraiment pas un bon moment. Il y a beaucoup de trucs précis qui peuvent déclencher cette peur en moi, hein, et je ne vais pas vous les donner, ce serait vous donner, sincèrement, beaucoup trop de pouvoir sur moi. Mais alors que je grandis, lentement, je deviens plus ouvert à la question. Au fur et à mesure du temps, j'ai eu de plus en plus d'expériences où j'ai perdu le contrôle des infos que mon cerveau m'envoyait, et je me suis énormément renseigné sur les questions des maladies mentales, des drogues, des hallucinations et tout autre type d'illusions. Maintenant, je suis à peu près guéri et je suis ouvert à l'idée de me donner des hallucinations sans substance dans un environnement contrôlé. Et ça tombe bien car comment tu fais ça, Feldup? Depuis que je suis petit, par curiosité morbide, je me balade sur internet pour alimenter mon imaginaire de personnes impressionnables et j'aime donner du fuel à mes angoisses. Entre temps, j'ai trouvé plein de petites expériences pour se faire voir des choses qui ne sont pas là. Et parmi toutes ces expériences, il y en a une qui a retenu mon attention depuis 2015 quand j'en ai entendu parler sur un forum que je côtoyais. Mais on va pas en parler tout de suite. De base, ça devait pas se passer comme ça. En vrai, l'épisode, il m'intéresse. La vidéo devait vraiment pas se passer comme ça. Quand j'ai commencé à travailler sur cette vidéo, je pensais sincèrement que j'allais la terminer en 2 semaines. Le tournage était différent, mais il était beaucoup plus rapide. L'écriture était simple, je pensais que ça allait être un sujet un peu rapide.
fun. En plus de ça, sur des trucs que je maîtrise un peu, la vision, la perception, tout ça. En fait, la vidéo a mis plus de temps. Le concept de la vidéo, c'était censé être de faire des recherches sur un sujet au fur et à mesure que je découvrais des informations dessus. Vous allez voir qu'en plus, le sujet marchait hyper bien avec cette idée. Et puis au fur et à mesure des recherches, j'ai vrillé. Ce sera peut-être pas le sujet que vous trouverez le plus intéressant dans l'histoire de Findings, mais il y a une raison bien particulière pour laquelle ce sujet et son histoire m'a un peu fait vriller. Revenons au Félix du passé. Ok. Je vais vous demander de faire un truc. Regardez ce petit point. Ah mais ça c'est un classique ça. Ok, je regarde le point. Mais attendez, je vais le regarder sur l'autre écran. Et vous saviez que... Je vous apprends un truc. Hein. J'ai un écran très très grand qui fait à peu près, regardez, il fait cette taille là. J'ai un écran qui fait cette taille là. Qui est là, où je mets la vidéo. Et là, j'ai mon écran Twitch avec OBS et j'ai mon retour. Vous savez que en stream, je ne regarde que mon retour. Alors que j'ai le putain d'écran. Je pourrais faire ça et regarder l'écran, mais je sais pas, j'ai... Au milieu de l'écran. À droite et à gauche, des images de célébrités vont apparaître avec un rythme régulier. Okay. Je précise au cas où qu'aucune d'entre elles n'a été déformée. Ok, on est d'accord, c'est déroutant. Quand j'ai vu ce truc à l'époque, ça m'avait mis... J'imagine qu'elle... Pas compris. Mais je crois que quand tu fixes le point, les visages, ils te font peur un peu. Super mal à l'aise. C'est une illusion qui a été créée par Jason Tengen, Sean Murphy et Matthew Thompson dans le cadre... Ah mais attendez, regardez, on le refait. Regardez, fixez bien le point. Normalement, les visages, ils vous font peur. Arrête avec un rythme régulier. Je précise au cas où qu'aucune d'entre elles n'a été déformée. Ok, on est d'accord, c'est déroutant. Quand j'ai vu ce Oui, il y a des... Oui, bref. truc à l'époque, ça m'avait mis super mal à l'aise. L'overlay gêne un peu. Oh, c'est bon. C'est une illusion qui a été créée par Jason Tengen, Sean Murphy et Matthew Thompson dans le cadre de cette étude au nom interminable, comme à peu près toutes les études, hein, on va en voir pas mal dans cette vidéo. C'est un excellent moyen, cet exemple, d'expliquer un peu le truc avec la vision qui la rend si peu fiable la plupart du temps. Nous ne voyons pas vraiment le monde tel qu'il est. Ce qu'on voit en réalité, c'est une interprétation du monde faite par notre cerveau. Donc là, on va dire plein de trucs simples et chiants hein, que vous savez probablement. Je vais essayer au maximum de le rendre sympathique, mais on va faire quelques petits rappels sur ce que c'est que la vision, parce que ça va nous être très utile pour la suite. Ça, c'est des ondes Oh, une nouvelle musique électromagnétiques. C'est absolument partout. Et comme toute onde, ça a une amplitude et une longueur d'onde. Au cas où, hein, je vais vulgariser, hein, voilà, je sais que c'est un modèle de représentation, l'onde. Donc en gros, quand la longueur d'onde d'une onde électromagnétique est entre 400 et 800 nanomètres, on appelle ça une onde lumineuse, ou de la lumière quand on n'est pas goofy. Et en gros, dans tout ce spectre, nous voyons D'accord. ce petit truc ici. Et dans ce qu'on peut pas voir, on a les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio, et je trouve ça cool de se dire que techniquement, les radios encodent du son avec de la lumière. Mais bon, je suis un nerd, il m'en faut très très peu. Cette lumière, on la capte avec notre œil. J'espère que vous suivez. Hein. L'œil, si tu le coupes, ça ressemble à ça. La lumière rentre par la pupille. Ah non, coupe pas l'œil. J'aime pas. Il passe par cette lentille, le cristallin, et se répand partout sur la rétine, où des capteurs sensibles à la lumière sont répandus absolument partout. Ici, on trouve la fovea, l'endroit du centre de la vision, donc l'endroit le plus important, et c'est ici qu'on trouve la quasi-totalité des capteurs de la couleur. Les D'accord. cônes, qui sont de 3 types. Les verts, les rouges et les bleus, qui captent respectivement la lumière verte, rouge et kaki. Voilà, pendant que vous êtes occupé à vous rouler par terre de rire, on peut dire que le centre de la vision est vraiment centré sur la captation de la couleur, tandis que le reste de la rétine est tapissé de bâtonnets qui captent juste les variations de lumière sans le détail de la couleur. Ceux-ci sont beaucoup plus sensibles et permettent de voir beaucoup mieux dans le noir. Attendez, il a fait une blague parce que lui, il est daltonien et que du coup, le bleu, il le voit en mode kaki. Noir que les cônes. C'est pour ça que la nuit tu vois mieux en réalité sur les côtés de ta vision qu'en face de toi. C'est notamment pour ça que si vous regardez un ciel étoilé, vous verrez des étoiles dans votre vision périphérique, c'est-à-dire le côté de votre vision, qui disparaîtront dès lors que vos yeux se tourneront vers elles pour les Oui, c'est vrai. regarder au centre de votre vision. Mais moi c'est pas ça qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse dans la vision, c'est ça, ce nerf qui part vers le cerveau. D'ailleurs, à propos de cette zone, le nerf optique, comme du coup c'est un nerf, il n'y a pas de capteur ici. On appelle cet endroit la papille optique quand on est chiant et le point aveugle quand on est stylé. Et figurez-vous du coup que cet endroit sans capteur, vous pouvez le voir en faisant cette expérience. Couvrez votre œil gauche et regardez la croix avec votre œil droit. Lentement, vous allez vous rapprocher de votre écran et à un moment... Attends, quoi stylé. Et figurez-vous du coup que cet endroit sans capteur, vous pouvez le voir en faisant cette expérience. Couvrez votre œil gauche et regardez... Attends, couvrez mon œil gauche.
Et je regarde ça. Quoi? Ça a disparu? Ah. Ouais, ça marche instantanément. Truc qu'on voit en première, mais c'est une dinguerie. Mais quoi? J'ai pas compris. Couvre ton œil gauche, regarde la croix, et normalement le point noir il disparaît immédiatement. Ça dépend de la distance. Non, ça dépend pas de la distance, ça dépend de si ton œil il est vraiment couvert. Tester différentes distances. Ouais, ça change rien. Ouais, quand je suis là, ça change, ouais. 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 Faut être loin. Bah non, non, justement, si t'es loin, tu vois tout. Ça dépend de la distance. Oui, mais là, vous êtes devant votre écran, genre ça fonctionne. Regardez la croix avec votre œil droit. Lentement, vous allez vous rapprocher de votre écran et à un moment, lorsque vous serez suffisamment près de celui-ci, vous verrez normalement le rond disparaître et laisser à la place du blanc. Ça marche de zinzin. Sympa, hein? Désolé pour le cours d'SVT, je suis vraiment désolé, hein. Je vous promets que ça va être intéressant après. Le truc mais du coup, ça veut dire quoi? J'ai pas compris. C'est quoi le rapport avec le nerf optique, là? je vous demande, c'est pourquoi, alors qu'il n'y a pas de capteur à cet endroit, on voit pas tout le temps une tache noire là dans notre vision. Voire même deux, hein, parce qu'on a deux yeux. Pourquoi, quand vous avez fait l'expérience, le point a disparu en faisant un fond blanc et pas juste une tache noire? Ça marche pas. Arrêtez de mentir, ça marche. Ça a marché instantanément. Je l'ai fait une fois, ça a marché. Je l'ai fait pour essayer. Immédiatement, j'ai été choqué. Genre, c'est arrêtez en fait. C'est la raison pour laquelle ce nerf m'intéresse. Il part vers le cerveau et il traite l'info dans cette zone, le cortex visuel, dans le lobe occipital. Alors, si là j'avais déjà peur de dire des bêtises, là j'ai encore plus peur car on touche au cerveau, un sujet que personne peut prétendre vraiment comprendre à 100%. Voilà ce que j'ai compris de mes recherches. Presque 50% de votre cerveau est impliqué dans l'interprétation et le traitement des informations visuelles. Oui. En tout cas selon William J. Allen, un professeur Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% du... Ça explique le racisme un peu, ça, non? d'optique médicale. J'ai entendu un tiers, 50%. Parce que c'est vrai, moi, vu que je suis pas raciste, quand je suis dans la rue, c'est comme les points noirs. Moi, je vois pas les noirs. Les noirs, ils disparaissent de mon champ de vision. Alors que quand t'es raciste, tu les vois bien. Parce que c'est ce que tu regardes en premier. 10%, 90%. Vraiment des tonnes de gens intelligents ont l'air pas trop sûrs, mais un truc qui est certain, c'est que traiter la vision demande beaucoup au cerveau. Mais du coup, le cerveau, il a besoin de place pour d'autres trucs, en fait. Du coup, bah, il prend pas toutes les infos et il comble les trous avec des trucs qu'il connaît. Le cerveau aime les patterns qu'il connaît, les trucs qui se répètent, et aime aussi se servir de son expérience et du contexte d'une scène. Par exemple, la perception de la couleur. L'impression qu'une couleur est là est déterminée par un contexte. Sur cette image, il n'y a aucune trace de rouge. Et pourtant, les fraises Ah ouais? que vous voyez, ben, elles vous apparaissent rouges. Elles ont cette couleur dans votre Oui. tête. Vous en doutez, c'est à cause du filtre Ah mais attendez, oui, c'est vrai. de science sur l'image, hein, qui fait que techniquement il n'y a absolument aucune teinte rouge, mais votre cerveau sait que l'image a été altérée et interprète donc les couleurs malgré leur absence sur l'image. Le cerveau peut également, comme on l'a vu précédemment avec le point aveugle, combler les trous lorsqu'il n'a aucune info. Mais il peut aussi le faire dans le temps. Ça, c'est une des illusions qui m'a le plus cassé le cerveau dans ma vie. Je vais vous demander de regarder cette horloge. Oui. Ok, maintenant je vais vous l'enlever. Voilà ce qui va se passer quand je vais la remettre en face de vous. Vous allez regarder l'aiguille qui bouge. Vous allez sans bouger la tête, seulement vos yeux regarder autre part et retourner ensuite d'un coup d'œil vif sur l'aiguille. Normalement, vous allez, à chaque fois que vous re-regarderez l'horloge, avoir l'impression que l'aiguille restera un peu plus longtemps dans sa position initiale. Quoi? Que tous les autres coups après. Alors attends, il faut fixer l'aiguille. Ensuite, il la fait disparaître et on aura l'impression que l'aiguille, elle sera restée... Attends, quoi? Classique, ça? Quoi? Je sais pas si je l'ai bien expliqué, mais normalement, Non, j'ai rien compris. à chaque fois que vous avez remis vos yeux sur l'aiguille, elle s'est figée comme ça. Maintenant, si vous comprenez un Oui, un petit peu, oui. peu mieux, réessayez. Cette illusion s'appelle la chronostase et son Ça explication... marche pas avec moi. Bah, c'est très subtil. Mais en gros, j'ai l'impression que quand tu re-regardes un truc, t'as l'impression que c'est un peu freeze frame. On dirait elle se téléporte. Oui, il y a un peu de ça.
est assez folle. En gros, il y a un décalage entre ce que vous voyez et la réalité, qui est choisi consciemment par votre cerveau. Vos yeux captent, ils reçoivent la lumière. Ah, c'est un peu goofy quand même, hein, une tête. Genre, on a tout ça dans le crâne là. Espèce de genre, bref. Avant que votre cerveau la reçoive et la traite. En fait, on dirait... Vos yeux captent, On dirait un bonhomme qui regarde vers le haut et il y a sa petite bouche et il est en mode waouh. On dirait pas un mec qui est en mode waouh. Ah. Genre là, on dirait il a mangé tout le chocolat. Il a mangé tout un pot de Nutella, il en a plein autour de la bouche et il est en mode waouh. Ils reçoivent la lumière avant que votre cerveau la reçoive et la traite. Quand vous bougez vos yeux rapidement, on appelle ça une saccade, il y a un temps où votre vision est floue et votre cerveau aime pas ça car c'est déstabilisant. Donc quand vous bougez vos yeux, votre cerveau va skipper l'intégralité de votre mouvement des yeux et le remplacer avec l'image que les yeux viennent juste de capter. Et l'illusion arrive quand votre cerveau reste bloqué sur cette première image pour compenser l'avance qu'il a réalisée parce qu'il a besoin de temps pour traiter la perception. Sauf que quand t'as pas l'explication du délai d'information, ça donne juste l'impression que ton cerveau remplace une information qu'il aime pas avec une image qui vient du futur. En gros, le monde visuel que vous percevez a un potentiel d'une demi-seconde de latence que votre cerveau peut choisir d'appliquer ou non. Vous comprenez un peu mieux ? Ah oui, ça, le truc un peu mindfuck, quand t'as l'impression de vivre un souvenir. Ça m'arrive, hein. T'as l'impression que t'as eu une intuition que ce moment-là allait arriver. C'est comme si dans ton rêve, en fait, t'avais déjà vécu ça. Mais en fait, ça, c'est juste dû au fait que ton cerveau, il t'envoie une image trop tôt. En fait, il inverse 2 frames, et du coup, tu te dis, attends, mais j'ai déjà vu ça. Le déjà vu, ouais. Je sais pas. Moi, des fois, j'ai quand même l'impression d'avoir vraiment déjà vu des choses. Hein. Maintenant, la différence entre ce que votre œil capte et ce que vous percevez, je pense que vous vous doutiez de ça, hein, mais il y a un côté assez terrifiant dans le fait que la perception du monde passe par une interface, qu'il y a quelque chose qui traite nos infos. Si on revient sur l'illusion que je vous avais montrée au début, on a un exemple ultime de pourquoi le cerveau interprète autant. On a un cerveau qui essaye de faire sens de quelque chose qui ne fait pas sens pour lui, c'est-à-dire des visages qui changent instantanément. Et ce dans un endroit de la vision où tout est très approximatif, la vision périphérique. Il applique donc des éléments de forme du visage qu'il a vu avant sur le visage suivant. Ce que j'ai lu de fou, c'est qu'apparemment c'est un processus différent de notre processus habituel de reconnaissance de visage, qui dans le centre de la vision est extrêmement fort. Et je ne pourrais pas vous donner les tenants et aboutissants de pourquoi et comment ces déformations fonctionnent, car aujourd'hui, personne ne sait. Mais des théories sur le sujet disent que l'aspect affreux des visages est dû au fait que ce qui se passe est imprévu pour le cerveau et que par réflexe de défense, votre cerveau envoie un stimulus négatif. Le cerveau aime pas ce qui lui est pas familier, ce qu'il peut pas prédire. Vous voyez beaucoup plus souvent des trucs chelous dans le coin de l'œil quand vous êtes stressé. Vous voyez des trucs bizarres bouger quand vous êtes seul chez vous la nuit. Vous entendez des fantômes quand on vous a dit qu'une maison était hantée. Le cerveau en alerte interprète beaucoup plus. Oui, ça vous arrive jamais, par exemple, genre vous avez un cheveu et le cheveu il bouge. Et vous l'interprétez comme une présence. Genre, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est passé, là. Et vous regardez, genre, en mode... Quoi? Mais attends, il y a quelque chose à ma fenêtre? Genre, je sais pas, ça m'arrive souvent, les trucs un peu comme ça. Non. Oui. Comme une araignée. Oui, un peu ça. Ça, c'est terrifiant. Bah, moi, ça me terrifie pas non plus, mais je le rationalise vite, mais... C'est le shit, ça. Mais arrêtez! J'ai juste fumé un joint hier. Arrêtez! Je fume plus de shit, moi. Comme Stupéflip. C'est une expérience que j'aime beaucoup, qu'on peut tous faire pour le montrer. Je sais pas si ça montre clairement ça, mais j'en ai beaucoup entendu parler dans ma vie et je l'ai jamais fait. Je lirai à son sujet après l'avoir fait, car ça ressemble à peu près à ce dont je parlais, mais j'en suis pas sûr. Vous allez voir, ça va être un findings un peu particulier. Je vais me renseigner sur les sujets au fur et à mesure que je vais faire des trucs. Vous allez voir, ça va être un peu plus particulier comme vidéo. Non mais alors du coup, est-ce que ça va juste être des petites expériences à chaque fois? Ou alors est-ce qu'il va y avoir un gros truc huge à la fin un peu? Et qu'est-ce qu'il fait Feldup? Pour faire cette expérience, il vous faut une pièce avec un miroir, de l'obscurité et une source de lumière faible. Il faut vous mettre assis devant le miroir dans l'obscurité. Oui bon là il fait jour Feldup. Avec suffisamment de lumière pour voir votre visage sans trop de difficulté. À partir de ce moment, regardez-vous fixement et attendez. Oui. Oh, l'angoisse. Qu'est-ce qu'il y a?
Putain, ça me rappelle moi quand j'étais un garçon, ça. J'avais la même réaction devant le miroir. Dans les premières minutes seulement, vous devriez être capable de voir que quelque chose d'étrange se passe. Puis après 5 minutes, vous commencerez à voir votre visage se déformer. Les formes de votre visage vont s'accentuer. Vous verrez peut-être un de vos 2 yeux plus clairement. Puis le reste de votre visage va commencer à s'assombrir, toujours plus déformé. Oh. Maintenez ça longtemps. Et plus vous attendrez, plus les déformations seront régulières et menaçantes. Jusqu'à ce que votre visage change complètement. J'ai fait cette expérience 3 fois. D'abord avec une luminosité plutôt généreuse, qui m'a permis de voir mon visage se déformer plusieurs fois de manière assez impressionnante. Le problème c'est que j'avais pris beaucoup... Mais waouh, mais attendez, mais Feldup il a dit que c'était son hobby ça. Ça veut dire quand il travaille pas sur une vidéo, il va seul dans sa salle de bain, il éteint la lumière, il se regarde dans la glace pendant 2 heures. Et il est juste heureux. À un moment il voit un truc un peu cryptique, il est heureux. Waouh. Trop de café et que j'avais du mal à garder mes yeux vraiment très statiques. Plein de moments où je voyais mon visage un peu liquéfié, mais rien de particulier parce que j'arrive pas à garder ma vision stable, j'arrive pas à rester vraiment, à rester les yeux ouverts suffisamment longtemps. Mes yeux partent directement tout le temps un tout petit peu à côté. Également, ça ne devait probablement pas aider que quand j'ai regardé les rushs en accéléré, je bougeais très légèrement au cours du temps. Oui, c'est vrai, ça fait peur. Aussi, un truc étrange, c'est que systématiquement, à chaque fois que je bougeais un peu ma tête, le tout en continuant de me regarder dans le miroir, j'avais l'impression de voir un mouvement qui était beaucoup plus fluide que ce que je voyais d'habitude avec mes yeux. Mais surtout, c'est comme s'il y avait un délai entre le mouvement et l'actualisation dans le miroir. J'ai continué ma première session, jouant un peu avec la luminosité et la proximité de mon visage du miroir, puis je l'ai arrêté. J'ai ensuite décidé de faire une deuxième session debout, devant un autre miroir, cette fois-ci avec beaucoup moins de luminosité, de manière à ce que je ne perçoive presque plus mon visage. Là, on est vraiment dans le noir profond. Pourquoi j'essayais de faire ça? Car j'avais lu que si on arrivait suffisamment bien à faire l'expérience, on pouvait commencer à voir des hallucinations apparaître derrière nous. Des trucs menaçants et Oh putain, c'est Feldup dans la haine. Hein. Qui pouvaient vraiment terrifier le sujet de À moi que tu parles. l'expérience. Je me suis rendu compte pendant ma première session que moins il y avait de luminosité, plus c'était simple de voir l'arrière-plan derrière mon visage et surtout que celui-ci s'homogénéise un peu avec mon visage. Donc j'ai essayé en attendant quelques heures que la caféine dans mon organisme se réduise et je me suis regardé dans le miroir. Dans les premières minutes, je me suis rendu compte instantanément que lorsqu'on baisse la luminosité, en effet, les effets arrivent plus vite. Mais ils sont aussi beaucoup moins visibles, car tout simplement le visage disparaît complètement, régulièrement. Souvent, je me regardais dans le miroir, voyais mon visage devenir sombre, puis les détails du bas de mon nez, la ligne de ma bouche et le blanc de mes yeux réapparaître par-dessus de manière non naturelle. Les traits ne se déformaient pas, et semblaient plutôt être traités chacun séparément. Puis après plusieurs réajustements, dus à une difficulté à me concentrer, j'ai un peu commencé à rentrer dans une légère transe, qui a duré peu de On dirait pas il a 40 ans. Vous connaissez ça, c'est la dépression. On dirait pas genre il a 40 piges là. C'est vieux Feldup là. temps, mais suffisamment pour que l'arrière-plan derrière moi commence à bouger un peu. Puis j'ai vu distinctement le rideau de douche derrière moi bouger. C'était rien de défini. Il était en léger mouvement, ce qui m'a surpris et qui m'a complètement sorti du truc. Après ça, j'ai essayé pendant des dizaines de minutes de revenir à ce point, mais rien n'y faisait. J'étais fatigué. Regarder un même point pendant 1 à 2 heures, pour quelqu'un comme moi, Oui, c'est long. c'est très compliqué, et surtout ça fatigue très vite les yeux et la tête. J'avais plus beaucoup d'attention. Surtout, j'avais été un peu déstabilisé par le truc qui venait de se passer. J'étais surpris d'à quel point ça ne m'avait pas vraiment affecté, mais suffisamment pour que ça reste dans mon coin de la tête. Dans la soirée qui a suivi, je me souviens qu'au centre de ma vision, il y avait comme une sorte de sentiment que la silhouette blanchâtre du visage que j'avais regardé intensément était encore un peu là. Quand je fermais mes yeux, je voyais 2 taches et un trait comme si c'était bloqué légèrement Ah, quel enfer. dans ma vision. C'est parti très vite après, mais c'était assez intéressant comme expérience. Mais qu'en est-il de la 3e session? La 3e session, c'était un petit test que j'avais fait le lendemain au réveil, tôt le matin, par curiosité. Je me demandais si la présence de la caméra derrière moi, et donc la présence du retour caméra, et du petit bouton rouge qui clignote, avait pas peut-être empêché mon expérience d'aller jusqu'au bout. Sans caméra, je me suis donc décidé à faire l'expérience pendant 15 minutes, et au bout de ces 15 minutes, alors que mon visage était en train de disparaître et que le décor derrière moi était complètement sombre, j'ai vu très brièvement un autre visage à la place du mien. C'était bref, l'espace de quelques dixièmes de seconde, mais suffisant pour me mettre dans un état de mal-être significatif. J'ai arrêté la séance et j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Et j'ai décidé aussi de me renseigner plus sur le sujet de l'expérience du miroir. Drôle de moyen de kiffer la life quand même. Ah, après, ça me donne envie de le faire.
En vrai, ça a l'air gaulerie. Ça me donne envie. Donc, cette expérience s'appelle la Strange Face in the Mirror Illusion, ou l'illusion du visage bizarre dans le miroir. Il y a énormément d'articles différents sur le sujet et c'est trop intéressant à lire, je vous jure que c'est trop intéressant. La plupart du temps, de ce que j'ai vu, les gens finissent par voir dans le miroir un autre visage que le leur, un peu comme moi, et ça peut induire un état dit de dissociation de la conscience. Putain, mais en fait, ce qui me fascine, c'est que moi, je l'ai déjà vécu, mais en fait, j'ai pas eu besoin de me regarder longtemps. J'étais juste en dysphorie. Moi, je vous jure, j'ai cette sensation-là, je l'ai eue, mais je voyais pas un autre visage que le mien. Mais il y avait un truc dans mon cerveau qui me disait, c'est pas toi. Et c'était pas juste une conviction en mode je suis trans, je suis une femme, ce n'est pas moi. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y avait un truc dans mon cerveau qui me disait, mais non, c'est pas toi. Enfin, c'est bizarre en fait. C'est bizarre à expliquer. C'est une seconde devant le miroir. Bah ouais, genre c'est, je sais pas. Après, ça m'a pas fait ça toute ma vie, hein. C'était vraiment genre les derniers moments un peu de ma vie en garçon où je commençais vraiment à craquer de fou. Et ça me faisait ça dans le miroir, quoi. C'était vraiment badant. Bref. Un état atteint par des gens ayant des troubles dissociatifs. On peut faire de la dysphorie sans être trans. Bah, on peut faire de la dysmorphophobie. En quelque sorte. Genre par exemple, je sais pas moi, si demain genre tu te prends un sale coup au visage et t'as une sale gueule, bah quand tu vas te regarder dans la glace, tu vas bader de ton visage, tu vois. Mais du coup, c'est de la dysmorphophobie parce que c'est ta morphologie qui te fait bader. C'est pas de la dysphorie au sens de, je sais pas comment dire. Bref, c'est pas exactement la même chose, mais oui. Genre bah typiquement les personnes anorexiques, elles ont ça aussi. Quand elles regardent leur ventre dans la glace, elles sont en mode c'est gros, tu vois, alors que c'est faux. Ou des gens ayant des stress post-traumatiques. Ça sonne horrible dit comme ça, mais en soi, dans un environnement contrôlé, c'est pas quelque chose de grave. Et quand tu lis tous les témoignages, mon expérience est plutôt faible par rapport à ce qui est possible de se passer. Quand je vois des dessins de ce que les gens ont vu, c'est assez troublant. De ce que j'ai pu voir, la plupart des illusions ont lieu sur le visage observé et pas autour, et en général impliquent une modification du visage. Des gens voient des proches, des visages qu'ils connaissent, des visages qui leur paraissent étrangers à la place de leur visage. Au fur et à mesure de l'expérience, ils finissent par perdre un peu pied avec la réalité et finissent par inconsciemment identifier le visage en face d'eux comme n'étant pas leur réflexion, entraînant de la dépersonnalisation et de la déréalisation. Des gens disent même que ce serait l'explication scientifique du scrying, une pratique Pourquoi il y a Antoine Goyard de divination où des médiums regardent dans des boules de cristal, de l'eau ou des miroirs et voient l'avenir dans des déformations en confondant leur visage avec un autre. C'est assez stylé et de ce que j'ai vu, pour une personne n'étant pas atteinte de troubles mentaux altérant significativement la perception ou de troubles anxieux, c'est absolument sans danger. Et même pour les personnes pour qui l'expérience pourrait faire paniquer, ça a l'air de pas avoir de conséquences graves de ce que j'ai pu lire. Absolument rien qui reste après l'expérience. J'ai décidé de refaire quelques fois l'expérience après et j'ai eu étonnamment beaucoup plus d'effets une fois que j'étais au courant de ce à quoi je devais m'attendre. Ça marche vraiment là. C'est étrange. Plus je sais à propos du truc, plus ça marche. C'est souvent conseillé de faire l'expérience en se convainquant qu'on va voir quelque chose et même en se disant qu'on va voir une chose précise et elle finit en général par arriver. Après, ça dépend des personnes. Si vous voulez une explication scientifique de ce qui se passe, il semblerait que ce soit une forme particulière de l'effet Troxler. En gros, l'effet Troxler, c'est ça. Regardez la croix. D'accord. Normalement, en très peu de temps, si vous restez à fixer la croix, les couleurs finiront par disparaître. Oui, elles ont disparu. En faisant un fond gris. Eh bien, quand vous regardez votre visage longtemps dans le noir, Ça a marché de fou. Ça marche trop bien. les détails s'estompent au cours du temps et votre processus de reconnaissance du visage a du mal à interpréter ce qu'il voit. Donc il peut envoyer l'information que vous voyez quelque chose d'autre, un autre visage. Mais j'ai l'impression qu'en fait la raison pour laquelle j'ai eu finalement assez peu d'effets grandioses, parce que c'est une expérience qui marche très très bien, c'est à cause, et c'est bête à dire, de mes lunettes. C'est un élément qui est beaucoup trop identifiable, qui me faisait dire ça c'est mon visage et pas un autre. J'ai essayé sans lunettes et le problème c'est que je suis profondément bigleux et que même en étant proche comme ça du miroir, ce n'est pas suffisant pour que je me voie net. Même là, c'était un peu flou, quoi. C'était aussi très intéressant à quel point cette fois-ci j'étais particulièrement stressé. Je vous avoue, je suis hyper angoissé. Je voyais en pareil de lit des trucs bizarres se passer régulièrement, mais rien de très clair. En fait, il y a le rideau de douche derrière moi qui est un peu bizarre. J'ai peur qu'il voit des trucs, que je vois des trucs chelous dedans. Je suis mal. Et au fur et à mesure de l'expérience, alors que j'étais de plus en plus serein, de moins en moins de trucs arrivent. C'était assez particulier et intéressant. Définitivement, mon état mental, ma préparation, ma connaissance du sujet que je faisais, tout ça
influençait ce que je voyais. Notre Mais en fait, c'est un peu comme dans Don't Starve. Quand ton état mental il baisse, là, tu te mets à voir des formes sombres et après, elles t'attaquent. perception des sens est intrinsèquement liée à tous nos autres sens, et surtout à notre état mental. Vous avez probablement entendu parler d'effets placebo et d'effets nocebo. Je sais que l'utilisation du terme nocebo n'est pas toujours trop appréciée, mais on va l'utiliser par mesure de vulgarisation. L'effet placebo, c'est la capacité d'influencer... Les médiums en jouent. Ah, mais pour le coup, moi, par exemple, l'hypnose, je me suis jamais fait hypnotiser, mais je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux réussir à te faire hypnotiser, en fait. Genre, il faudrait que j'essaye, mais j'ai l'impression que je suis... Je sais pas. J'ai l'impression que j'y arriverai pas. Positivement quelqu'un, que ce soit en le guérissant d'une maladie ou en atténuant des symptômes ou autre effet positif à travers un moyen qui n'a aucune efficacité prouvée. C'est un processus psychologique où la simple suggestion que quelque chose peut fonctionner est suffisante pour que cette chose fonctionne. Tout le monde est sujet au placebo. Certains sont plus sujets à ça que d'autres. Et pour vous dire, l'effet placebo, c'est prouvé que ça marche même si tu sais que tu prends un placebo. C'est un truc de fou. L'effet nocebo, à l'inverse, c'est quand la suggestion ou l'impression que quelque chose de négatif va arriver fait qu'un sujet va subir ces effets négatifs. Que D'accord. ce soit des individus se plaignant de troubles et de maux Le racisme, par exemple. de tête à cause d'antennes radio à côté de chez eux qui n'avaient même pas encore été construites, ou que ce soit des gens se plaignant d'effets secondaires de pastilles placebo remplaçant un vrai traitement, l'effet nocebo c'est puissant, et même si l'utilisation du terme est un poil ambigu et pas toujours appréciée, c'est assez fascinant de lire à quel point notre perception est liée au contexte de celle-ci. Et enfin, avant de terminer cette partie sur la vision, cette petite introduction qui a duré... C'est beaucoup ça. Je suis persuadé d'avoir dit plein de bêtises, s'il vous plaît, pitié, corrigez-moi. Avant de terminer cette partie, j'aimerais introduire un autre élément. Certaines expériences sur la vision et sur la perception que vous pouvez faire à la maison sont dangereuses. Enfin, un peu en tout cas. Quoi ? Enfin, pas dangereux, mais en tout cas, ça peut avoir des conséquences, vous allez voir. Oh, vas-y, montre ! Est-ce que vous connaissez l'effet McCullough? Alors, moi je veux finir le stream avec des conséquences. je vais pas trop expliquer le procédé car je veux pas pourrir la vie de gens random que je ne connais pas, mais en gros, si vous regardez ces deux images en alternant une après l'autre pendant des durées pouvant aller à plusieurs minutes, si vous regardez des versions en noir et blanc après, vous verrez pour les lignes horizontales du vert au lieu du blanc et pour les lignes verticales du rouge au lieu du blanc. Venez, on le fait. Venez, on le fait premier degré. C'est un stream concept, hein. Allez, on va se donner 2 minutes. Non. Mais j'ai envie de le vivre. J'ai envie de comprendre. Attends la suite. Irréversible, il a dit. Moi, je suis prête à en payer les conséquences. Non, mais je vous parle, hein. Par contre, je fais l'expérience, hein. Ouais, vous êtes là. Bah, je peux pas vous lire le chat, là. Je fais l'expérience. J'alterne entre des cubes. Genre, je regarde le cube rouge et le vert. Et le rouge et le vert. Et le rouge et le vert. Et le rouge et le vert. Le rouge, le vert. Le rouge, le vert. Le rouge, le vert. Et là, je regarde le vert. Non, c'est faux, je regarde le rouge. Et là, je regarde le vert. Et là, le rouge. Et là, le vert. Là, le rouge. Là, le vert. Le rouge. Le vert. Le rouge. Le vert. Le rouge. Le vert. Et là, vas-y. Alternant une après l'autre pendant des durées pouvant aller à plusieurs minutes, si vous regardez des versions en noir et blanc après, vous verrez pour les lignes horizontales du vert au lieu du blanc et pour les lignes verticales du... Ça marche pas. Ça marche pas, Feldup! Ça a rien, mais ça a pas fonctionné, c'est un scam! Refait. Ah non. rouge au lieu du blanc. C'est marrant, c'est l'inverse de ce qu'il y avait sur les images. Voilà, c'est très simple et c'est marrant. Sauf que l'effet est permanent. Quoi? En vrai, il dure plusieurs heures. Mais si vous faites pas attention et que vous faites une initiation à l'illusion beaucoup trop longue, vous pouvez garder l'effet pendant 3 mois. Quoi? C'est vrai, c'est vraiment le cas. Et ça marchera pas que sur des images, ça marchera sur pas mal de rayures, des grilles. C'est une des... Non. Waouh. Waouh. J'ai envie d'essayer. Waouh. C'est une dinguerie.
Rare illusion d'optique qui peut réellement casser votre cerveau pendant une longue période de temps d'un point de vue neurologique. En vrai, il existe des procédures qui permettent d'inverser l'effet et qui sont plutôt efficaces, mais il y a beaucoup de gens qui se sont plaints d'avoir l'effet pendant une durée exagérée, que ça leur ait fait un peu peur, quoi. Au bout d'un moment, tu finis par te demander si ça va pas rester toute ta vie, quoi. Il y a des gens qui ont vraiment pas aimé faire l'effet McCullough. Donc maintenant qu'on sait qu'on peut se faire halluciner avec des... Et attendez, ça veut dire par exemple entre les lignes du chat, genre je verrai du vert? Petites expériences à la maison sans la moindre substance, que certaines de ces expériences peuvent être un peu dangereuses et que, en général, la perception ne dépend pas que de ce qu'on voit, mais de énormément d'autres choses, on va enfin pouvoir parler du sujet de la vidéo. Protocole Ganzfeld. Vous connaissez ça, c'est le gros char roux là. Comme je vous l'avais dit plus tôt, ma plus grande peur c'est de perdre le contrôle de mon cerveau. Ou du moins des informations que m'envoie mon cerveau. Et depuis que je suis petit, je cherche des infos sur tous les sujets autour de ce concept. Et je me souviens qu'autour de 2015, je suis tombé sur un article qui parlait du protocole Ganzfeld. Alors, c'est là que vous allez voir pourquoi c'est un findings particulier. Je sais, à l'heure où je filme ça, pas beaucoup d'informations sur le protocole Ganzfeld. Ok. J'avais fait une petite vidéo sur le sujet en 2015, maintenant en privé, mais depuis, j'ai un peu oublié des trucs. Je sais à peu près ce que c'est, je sais à peu près ce que c'est censé donner, et j'ai décidé de faire quelques toutes petites recherches, minuscules, et après seulement avoir appliqué le protocole, je ferai plus de recherches. Donc ce que j'avais lu en 2015 disait que le protocole Ganzfeld, c'est une expérience scientifique qu'on peut réaliser à la maison soi-même pour se provoquer des hallucinations. Il faut se mettre des balles de ping-pong dans les yeux? On parlera un peu plus tard du matériel nécessaire au protocole et comment... Ouah, attendez, mais j'ai pas de balles de ping-pong, moi. Comment on l'applique. En gros, selon les recherches les plus simples du monde avec les premiers articles trouvables sur internet et 2-3 vidéos YouTube, le protocole Ganzfeld, c'est une expérience de privation sensorielle qui dure 30 minutes. Elle a été inventée par le psychologue Wolfgang Metzger dans les années 30 pour investiguer la télépathie et les pouvoirs psychiques. Avec un matériel très spécifique, vous allez priver votre cerveau de stimuli et celui-ci va combler le vide en créant des hallucinations. Il est déconseillé Pourquoi c'est Marine Tondelier de faire cette expérience. Il y a des gens qui vont dire que ça te fait aller dans un autre monde, te permet de parler aux esprits et d'avoir des pouvoirs surnaturels. Et l'expérience est aussi déconseillée car elle cause des crises d'épilepsie, des AVC, des hallucinations très perturbantes. Elle est donc déconseillée à tous ceux ayant un trouble psychiatrique notable et elle peut faire perdre la raison à quiconque tiendrait plus de 30 minutes. Et les personnes qui ont réussi à atteindre ce chiffre, 30 minutes, sont très peu nombreuses. Alors je ne mais quoi vois pas dans quel univers cette description a des problèmes qui vont être corrigés tout au long. En fait, c'est quoi? C'est juste, c'est le protocole en particulier qui fait ça ou c'est la privation sensorielle tout court qui fait ça? Des gadgets de savants fous. Scam 100%. Ah, je sais pas, ça a l'air un peu vrai, non? Privation sensorielle. Ah, c'est la privation tout court, mais ça veut dire, attendez, dans les prisons là israéliennes, où ils mettent des gens de Gaza, ils leur font ça, mais des jours entiers. Regarde, tu vas avoir des réponses. À la fin, il a dit que Dieu nous avait abandonnés. Du mal à voir comment tu peux reproduire le zéro stimuli chez toi. Après, pour le zéro stimuli, là, il y a les... Moi, j'ai jamais fait, mais en vrai, j'aimerais bien faire une fois. Les espèces de bains où, en fait, la température, elle est exactement celle de ton corps, et en fait, t'as l'impression de léviter dedans. De la vidéo, ça m'a l'air très ajusté et hyper raisonnable comme description. Bon, avant de continuer, on va chercher ce dont on a besoin pour faire ce protocole, cette expérience. Et bains sensoriels, ouais, j'aimerais bien essayer. Salut à tous, on se retrouve dehors pour une des premières fois de l'histoire de Findings et on va tout de suite essayer de retrouver le matériel nécessaire pour faire le protocole Ganzfeld. Alors il n'y a que très peu de matériel, mais la pièce centrale, celle qui me demande de sortir à l'extérieur, c'est la plus importante de toutes, des balles de ping-pong. Des balles de ping-pong. Oui, des balles de ping-pong, mais pas n'importe quelle balle. Putain, Aléa, elle a pas des balles de ping-pong? De ping-pong, il nous faut des balles de ping-pong blanches tout à fait normales. Et on a d'abord essayé d'en trouver dans un Jiffy, mais on n'en a pas trouvé. Et notre grand travail d'investigation nous a amené dans un Emma, où on en a trouvé pour pas cher. On a aussi pris il y a tout dans Emma. Scotch pour, vous verrez. Le deuxième truc dont on a besoin, c'est une lumière, et au cas où, une lumière de couleur rouge. Attendez. Hop là, je pense que j'ai ce qu'il faut. Il vous faut également un bon casque avec une fonction réduction de bruit, ce que j'ai. Ok. Et c'est tout. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Donc pour réaliser le protocole, prenez un couteau et coupez la balle de ping-pong en deux.
Prenez les deux demi-sphères et mettez-les sur chacun de vos yeux de manière à ce que la lumière ne puisse plus y entrer. Ensuite, mettez une lumière en face de vous, mettez votre casque et mettez très fort du bruit blanc dans vos oreilles, et ensuite ne bougez pas. Et là, au cours du temps, des hallucinations devraient commencer à apparaître. En vrai, ça a l'air un peu intéressant. Je suis très sérieux, c'est tout ce qu'il faut pour faire cette expérience et c'est ridiculement simple. On trouve très facilement des témoignages de gens ayant fait l'expérience. Pendant longtemps, je ne voyais rien d'autre qu'une brume bleuâtre ou grisâtre. Je me disais que ça ne faisait pas sens. Après un moment, j'étais parti. Mais il faut garder les yeux ouverts sous le truc, hein. Il faut pas les fermer. Il faut regarder dans la boule. J'étais complètement absent. Et d'un coup, je tenais une craie. Oui, c'est ça, il faut J'écrivais une sorte de formule mathématique. Tout était tellement clair. Et puis c'est disparu. On entend aussi pas mal de gens dire qu'ils entendent des choses étranges à l'intérieur du bruit blanc. Des hallucinations auditives, des hallucinations du toucher, des changements de température. Plein de choses assez fascinantes. Moi, je veux vraiment faire cette expérience, je veux vraiment avoir des effets. Évidemment, j'ai du mal à croire les gens qui disent que c'est dangereux et tous les trucs sur le paranormal. On peut faire celle-ci avec différentes lumières. Je vais d'abord essayer avec de la lumière blanche assez classique, mais la plupart des gens qui parlent du protocole Ganzfeld suggèrent de le faire avec une lumière rouge, car celle-ci augmenterait les effets et induirait de la paranoïa. Pour l'instant, je vais seulement essayer de le faire avec de la lumière blanche. Là, je m'apprête en gros à faire la première expérience Ganzfeld, donc de la Là, tu vois la tête de l'étard. Là, sur l'écran, là, oui. Vidéo. Cette fois-ci, on va essayer d'abord de le faire, je pense, pendant 45 minutes seulement, avec une lumière plutôt neutre. On va se mettre dans des conditions plutôt simples. Donc ouais, je vais... Donc ouais, l'effet isolant marche bien. On voit en effet rien. Je pense que je vais mettre une lumière directement dans la gueule. Bon bah moi je m'apprête donc là à commencer donc le protocole Ganzfeld pour la première fois. On essaye donc avec cette lumière et cette ambiance là. Je m'apprête donc à rester immobile pendant là 45 minutes, 50 minutes. Un peu nerveux, voilà. Attends, mais Feldup, il a dit une demi-heure, c'était déjà trop. Cache sur les yeux. Lui, il veut faire direct, c'est 45 minutes, lui. La lumière est prête. J'ai plus qu'à mettre le casque et ça commence. Putain, je vous jure, ça m'intrigue trop. Genre, c'est trop, ça a l'air trop bizarre. Ah, par contre, le bruit blanc, il est horrible. C'est surprenant à quel point l'expérience est instantanément isolante. Le bruit blanc et l'homogénéisation de ta vision est très restrictive, et ce très vite. Ok. Mais en vrai, un truc intéressant, c'est que c'est pas ennuyeux. C'est assez particulier, le temps passe lentement et rapidement à la fois. Il n'y a pas beaucoup de pensées qui viennent dans ta tête, t'es juste focalisé sur ce qu'il y a en face de toi, et t'attends que quelque chose se passe. Et au bout de 30 minutes... Félix ? Ah. C'est fini? Ouais, c'est 30 minutes. Wow. Il s'est rien passé. Alors pas tout à fait. Déjà, là, Oh, le scam, non! j'avais oublié que j'avais débranché mon micro avant de tourner pour ne pas l'entendre dans mon casque, donc j'ai l'air bien con. Et première chose intéressante à noter, c'est ça. Ah. Cette réaction de sursaut est pas arrivée par hasard. J'étais à fond dans le truc. Et j'étais persuadé que beaucoup moins de temps s'était passé que ce qu'il s'est vraiment passé. Maintenant, qu'est-ce que j'ai vu ? Pas grand chose, soyons sincères. Hein. Mais il y a quelques effets qui étaient intéressants. D'abord, très tôt dans l'expérience, ma vision a commencé à très lentement clignoter, entre guillemets. Puis des sortes de vagues plus sombres ont commencé à se balader dans ma vision. D'un point de vue sonore, je n'ai pas entendu grand chose. Pendant toute l'expérience, je voyais un grand V dans ma vision. Un grand V flou. Dont je reparle dans une petite minute. Et enfin, dernière chose intéressante, à un moment j'ai commencé à avoir une sorte de tache noire au centre de ma vision se former. Une tache qui semblait crépiter. Et après, réveil. Alors il y a plusieurs choses D'accord. qui n'allaient pas dans la manière dont j'ai fait cette expérience. Dans un premier temps, là, il y a des trous. Alors je les voyais pas sauf si je tournais mon œil comme un zinzin, mais c'est suffisant pour que ce soit capté par la vision périphérique. Et donc, mon champ de vision était pas tout à fait homogène. Ensuite, le V que je voyais dans ma vision, c'était pas une alu, c'était l'ombre de mon nez. En gros,
J'avais mis 2 spots de lumière bleue dans la pièce pour créer une ambiance un peu plus jolie. D'abord, la lumière était pas spécialement belle, donc petit somme, mais aussi ça créait 2 sources de lumière qui créaient 2 ombres, qui se répercutaient à l'intérieur des balles, créant cet effet visuel. Du coup, il doit refaire l'expérience là. Donc j'ai fait plein d'erreurs et peut-être que le semi-échec de l'expérience est lié à ça. Ça me donne plus d'espoir pour une éventuelle deuxième expérience, car pour l'instant, je suis pas hyper convaincu. Ça restait intéressant. Voilà. Mais Putain, mais plutôt que mettre 10 balles dans du shit, pourquoi j'ai pas fait ça hier? J'aurais passé un bon moment à planer comme ça. ça va être intéressant de le faire pendant plus longtemps. Prochaine mission, le faire pendant 1h30. Quoi? Alors on est le lendemain et entre temps j'ai décidé de faire quelques recherches. Cette fois-ci je me suis un peu penché sur quelle image le protocole Ganzfeld a sur internet. Je me suis demandé est-ce que c'est vraiment pris au sérieux, par qui, enfin je me suis posé plein de questions. Il y a plein de discours qui s'entrechoquent visiblement. Je ne suis pas allé en détail, j'ai décidé de le faire un peu plus tard, mais peut-être que c'est un bon moyen de trouver des infos sur comment améliorer mon application du protocole. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était le vrai bordel. Il y a une quantité assez élevée de recherches et de papiers scientifiques sur l'effet Ganzfeld et le protocole Ganzfeld, indiquant donc que ça a une base ancrée dans la science et le réel. Mais strictement tous les contenus qui en parlent sur internet ont un angle très différent. D'abord, plus c'est récent, plus les gens le font pour faire du contenu horreur survie, quoi. C'est-à-dire des gens qui disent « j'ai survécu au protocole Ganzfeld ». Et c'est dans ce genre de vidéos qu'on obtient le plus de claims sur le fait que l'expérience est dangereuse et que peu de gens ont tenu plus de 30 minutes. Je vais pas mettre d'extrait vidéo. De base, je voulais le faire, je voulais un peu réagir à des vidéos de gens, mais je me suis dit c'est pas cool d'organiser un peu du harcèlement parce que clairement, il y a de la désinfo là. C'est intéressant parce que si on retourne avant la mode sur TikTok et les vidéos YouTube récentes, 95% du temps, les gens qui en parlaient, c'était les fans de paranormal, de surnaturel et les adeptes de croyances New Age, qui y voyaient une méthode pour atteindre un autre monde, une autre dimension de réflexion psychique, pour parler avec les morts, et donc rien de particulièrement dangereux. C'est même plutôt glorifié parfois comme une méthode relaxante de méditation, et d'un coup ça s'enlève du côté fantôme, enfin c'est plein de choses bizarres quoi. C'est plus récemment, visiblement, que les gens ont commencé à en faire un penchant horreur. T'as des films qui datent... Ok. Oh, encore un film de merde 3 sur 10 là. Genre des années 2010 qui traitent le sujet d'une manière très sensationnelle et fausse, qui ont peut-être contribué à ce phénomène. Il y a un texte sur le protocole Ganzfeld qui se balade sur des sites de creepypasta depuis un moment. Dans tous les cas, peu importe ce qui est dit, tout le monde dit que leur explication est soutenue par des preuves scientifiques. Genre c'est une expérience scientifique dont les résultats sont incroyables, qui est un grand mystère et tout ce qu'ils disent est donc soutenu par ce fait. Par le fait que c'est une expérience scientifique. Ça pue un peu, on va pas se le cacher, hein, surtout quand je suis tombé sur une info. C'est apparemment pas vraiment centré sur les hallucinations pour certaines personnes. Et c'est même une grosse partie de personnes. Parce que pour certaines personnes, cette expérience, c'est une expérience pour prouver la télépathie. Quoi? Alors là, ça commence à devenir particulier parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à devenir confus. Plein de gens semblent dire que pour faire l'expérience, il faut avoir un envoyeur et un receveur, c'est-à-dire une personne qui regarde une image en se concentrant très fort et une personne faisant le protocole. Et apparemment, des études indiqueraient que statistiquement, le receveur devinait la bonne image d'une manière suffisamment systématique pour que ce soit indéniable d'un point de vue statistique. Est-ce qu'ils ont le droit de se parler? Parce que oui, c'est un peu nimp, comment ça? Alors moi, quand j'entends ça avec mes instincts et avec toute la bonne foi du monde, je trouve ça ahurissant. Ça saurait si la télépathie existait, quoi. Bon, du coup, j'ai décidé de faire des petites recherches sur le gars qui a créé le protocole, mais uniquement en surface, car je veux avoir la vérité à la fin. J'ai pas envie de découvrir qu'en vrai c'est bidon et que du coup rien ne m'arrive pendant les expériences. Wolfgang Metzger, c'est le mec à qui on attribue l'expérience et c'est un mec qui a l'air assez sérieux. Il est notamment une des grandes figures à l'origine d'un courant de pensée de la psychologie appelé la Gestalt ou psychologie de la forme. C'est en gros, de ce que j'ai compris, voilà, c'est une manière subtile de dire que j'ai rien compris. Non, en vrai, j'ai un peu compris des trucs. C'est là que ma vidéo, j'ai commencé à la faire un peu relire à un psychologue qui vérifie que je dis pas non plus trop de bêtises. La théorie de la Gestalt, c'est un mouvement de la psychologie qui dit que le cerveau perçoit les choses en forme globale plutôt... Ah, ça y est, j'ai vu, il y a 2 visages. Ok, j'ai capté. qu'en succession de plus petites informations. Pour comprendre ce que ça veut dire concrètement, on utilise souvent des exemples de perception sensorielle et surtout de la vision. Le cerveau va toujours préférer interpréter des sommes... Ah, mais il y a le logo du Bauhaus, là. Et aussi, ils sont dans ces trucs-là, un peu. Et du coup, il y a une autre forme dedans que je vois pas. Alors là, il y a un visage, tout le monde le voit, mais d'ailleurs, il est un peu moche, hein. Le visage est un peu éclaté, hein. Ça, genre, c'est un arbre. Là, il y a un cube, ça, j'ai capté. Oui. D'accord.
exemple de perception sensorielle et surtout de la vision. Le cerveau va toujours préférer interpréter des sommes d'informations en des formes globales beaucoup plus simples. Genre là, vous voyez en face de vous 32 points. Votre cerveau n'a pas interprété ça comme 32 points, mais comme 4 groupes de points. Pareil, ici, vous voyez plutôt 2 groupes de points, les points rouges et les points bleus. Ou ici, par exemple, vous avez une série de traits qui, pour vous, sont des formes géométriques. Votre cerveau structure vos sens dans des formes qu'il connaît et peut même générer de la perception par ce qu'on appelle de la réification. Genre là, vous voyez un triangle qui n'existe pas. Là, vous voyez un serpent alors qu'en réalité, il y a juste 3 courbes. Bref, vous comprenez, le cerveau structure, essaye de regrouper Ça, c'est un guépard. les choses en des formes et on voit Ça, c'est un lapin. la forme globale avant de voir les éléments qui la composent. Et l'idée de toute cette théorie, c'est que ça s'étendrait au comportement humain psychologiquement et socialement. Apparemment, ce truc a grave été important et genre c'est une école de pensée hyper intéressante dans la psychologie. Mais il y a des dérives pas cool. Il y a notamment un truc qui s'appelle la gestalt thérapie, une sorte de psychothérapie utilisant la gestalt, qui, quand on va sur la page Wikipédia, il y a un gros bouton qui s'appelle critique et dérives sectaires. C'est jamais trop bon signe. Il y a plein de red flags quand je lis des machins, etc. Mais bon, j'ai pas fait un master de psycho. On en reparlera peut-être plus tard. Mais du coup, Wolfgang Metzger, c'est un élève direct des fondateurs de ce mouvement. Il a beaucoup écrit à ce sujet, notamment des œuvres majeures de la psychologie, les lois de la vision, psychologie, ma bétonnière, sur le chantier, ma pelleteuse, ça roule, ça... Quoi? Comment ça? Ça vole, ça flotte. C'est pas le Metzger dont on parle, hein, qui a écrit ces bouquins. C'est un mec qui a le même nom et qui est illustrateur et qui a fait des trucs de livres pour enfants. Mais très souvent sur le site, il mélange les deux bibliographies et du coup, tu te retrouves avec des trucs comme Laws of Seeing à côté de... Was passiert an der Tankstelle? Bref, Wolfgang Metzger a beaucoup aidé à faire avancer la Gestalt. Il a marché dans les traces de ses fondateurs et c'était aussi un Allemand dans les années 40. On en reparlera. Le truc du coup, c'est qu'on a cette Oula! expérience du protocole Il Ganzfeld a fait ça sur dans les camps? qui semble avoir été créé par Wolfgang Metzger, qui n'apparaît pas sur sa page Wikipédia, qui est utilisé par beaucoup de gens comme une preuve de l'existence de perceptions extrasensorielles, faite par un type qui ne s'est visiblement pas intéressé à ce sujet dans sa carrière. C'est bizarre. Mais ok, pourquoi pas. On fera le test de la télépathie plus tard dans la vidéo. Juste, d'abord, il faut que je refasse l'expérience seul. J'ai envie d'améliorer mon expérience et du coup j'ai décidé de modifier 2-3 trucs. Pour cette deuxième expérience, on va enfin utiliser un peu de la lumière rouge, mais on va également le faire pendant beaucoup plus longtemps. Je sais pas trop, je vais essayer de le faire 1h30, mais si je m'emmerde vraiment et qu'il se passe rien, ben du coup je le ferai pas comme ça. Je vais aussi essayer de mettre du scotch, je pense, sur le bord de ma vision pour être sûr que tout mon espace visuel soit homogène. Aussi cette fois-ci il n'y a qu'une seule source de lumière qui sera bien rouge. Et je vais aussi le faire allongé sur un canapé parce que je serai plus confortable. C'est pas que pour être à l'aise, c'est aussi parce que pendant la première expérience, j'avais mis une de mes jambes au-dessus de l'autre. Et du coup, au bout d'un moment, il y avait plus de sang dans ma jambe et du coup, j'avais des fourmis pendant la moitié de l'expérience et c'était un peu compliqué de se concentrer. Bon, bah je pense qu'on est bon. Hein. On va le faire pendant 1h30, soit 3 fois plus long que ce Ouah, mais c'est énorme, c'est trop. qui est conseillé sur Internet. J'avoue ne pas avoir trop peur, mais je suis vraiment curieux de ce qui peut se passer. Bon, bah. 3, 2, C'est un peu goofy, ouais. 1. Mais le bruit blanc comme ça, moi je trouve ça cauchemardesque. Être dans une position agréable, être dans les exactes bonnes conditions du protocole, avoir la lumière rouge qui remplit l'intégralité de ton champ visuel, et savoir que tu vas y rester très longtemps, ça change tout de suite la lourdeur de l'expérience. Et cette fois-ci, j'ai senti beaucoup plus rapidement des effets. Des effets qui étaient également assez différents. Je vais les enlever, attends. Il est devenu fou. Ok. Là, je me suis apprêté à parler avec Becca, qui était cadreur ce jour-là, de ce que j'avais vu, et c'est très intéressant de voir notre discussion. Rebecca, elle, avait déjà fait beaucoup de recherches sur le sujet et savait beaucoup de choses que moi, je ne savais pas, notamment la question de ce que j'étais censé voir. La discussion, elle est intéressante, car avec le recul, on dirait que je cherche à comprendre ce que j'ai vu. Principalement, j'ai vu des formes. Toujours en nuances de noir et rouge.
Quand l'expérience a commencé, j'ai vu très vite des formes apparaître dans ma vision. Des formes qui ressemblaient à des zones assombrissant mon champ visuel, qui semblaient s'expandre pour se rejoindre en un point. D'accord. Plus le temps avançait, plus celles-ci étaient visibles et nombreuses. Puis lentement, j'ai commencé à perdre un peu pied avec le temps, qui est devenu très abstrait très vite. Lentement, le rouge changeait un peu de teinte au cours des heures. Enfin, des dizaines de minutes. J'ai commencé à avoir des changements de couleur dans ma vision, changeant entre le rouge et l'Eigengrau, la couleur que l'on voit quand on ferme les yeux. J'avais régulièrement l'impression de voir des zones plus claires en face de ma vision. 2 cercles et un trait. À un moment, j'ai eu l'impression de voir une silhouette d'un visage. Comme si mon cerveau voulait voir un visage en face de moi, et parfois celui-ci commençait à peine à se dessiner. C'est Ouah, ça fait peur. quelque chose que j'attribue au fait que j'avais refait l'expérience du miroir plus tôt dans la journée par curiosité, mais surtout à partir d'un moment, j'ai senti que j'étais... Peut-être que c'est ça qui se passe quand t'es en isolement comme ça longtemps. Ton cerveau, il t'invente un visage. Genre, il t'invente quelqu'un qui est là parce qu'il peut pas supporter d'être seul. Du coup, tu dois être terrifié, je sais pas. Comme entre le sommeil et l'éveillé. Comme si je commençais à m'éloigner de ma perception. Il y avait des moments où j'avais l'impression que j'étais en train de tomber dans le sommeil, mais je suis resté conscient pendant tout le long. Il y a un moment en particulier où j'ai eu l'impression d'être, entre guillemets, en transe. C'est à cet instant précis que j'ai commencé à sentir que mon corps tombait, légèrement, comme s'il s'enfonçait dans le canapé, un peu de la même manière qu'on coulerait dans un bassin d'eau. Enfin, les dernières choses étranges que j'ai pu ressentir, c'est une impression d'entendre un bruit très aigu au milieu du bruit blanc, puis enfin l'impression d'entendre un bruit de trousseau de clés qu'on agiterait très lointain. Mais ça pourrait juste être un artefact de la compression du signal audio. En bref, je n'ai rien vu d'exceptionnel. Mais l'expérience était assez fascinante et pour le coup, j'ai vraiment compris l'intérêt de pourquoi on voudrait pouvoir faire cette expérience. Mais sur le moment, et ça peut se voir, j'avais l'air, pas Déçu? satisfait. Alors, après cette expérience, j'ai eu plusieurs envies en même temps. J'ai eu d'abord envie de faire l'expérience pour essayer l'hypothèse de la télépathie, mais j'ai eu aussi envie de refaire l'expérience plusieurs fois seul. J'ai d'abord essayé entre 5 et 6 heures du matin, un peu à l'improviste, pour voir si la fatigue me ferait voir plus de choses. Ouah, putain, il est parti en couille, il faisait ça tous les jours. Et malgré des étranges sensations de chaud et de froid dans mon corps, et les habituelles formes dans la vision, ainsi que quelques moments de semi-éveillé, semi-sommeil où je gardais tellement les yeux ouverts longtemps que des larmes sortaient d'un de mes yeux, malgré tout ça, toujours pas les hallucinations fortes, incroyables qu'on m'avait promis. Moi et un de mes amis étions dans une grotte. On faisait un feu. Un ruisseau coulait sous nos pieds et on était sur une pierre. Elle était tombée dans le ruisseau et devait attendre que ses affaires sèchent. Puis elle m'a dit « Hey, vas-y, on doit y aller maintenant. » Oui, bon, après dose, quoi. Enfin, tu t'es endormi, t'as rêvé, quoi. Enfin, c'est trop... Mais non, Des gens qui voient des scènes extrêmement complexes avec des gens, etc., des gens qui leur parlent, qui leur disent des trucs, je ne voyais pas ça. Un paysage urbain comme une avenue vide après la pluie, de larges zones couvertes d'eau, et l'horizon de la ville se reflétait dans la surface de l'eau comme dans un miroir. Bref, là, ça fait quelques jours que je suis un peu refroidi. Oui, c'est un rêve, quoi. J'ai commencé à lire encore un peu et lentement, j'ai commencé à voir les bribes d'un narratif se dessiner. Un narratif que je vous révélerai plus tard dans la vidéo. Mais je suis pas encore certain de tout ce que j'ai envie de dire. Là, j'ai d'abord eu envie de tester l'hypothèse de la télépathie. Selon des études et des analyses d'études, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé que la normale de réussite quand on effectue un test de télépathie entre une personne qui pense très fort à une image et une personne à côté. Qui fait le protocole Ganzfeld. Il est demandé de faire l'expérience pendant 30 minutes pour que ça fonctionne, et on se rend compte du coup que la raison pour laquelle les gens disaient dans des vidéos YouTube que peu de gens ont dépassé les 30 minutes et que au-delà de 30 minutes ça devient hyper dangereux, c'est une déformation extrapolée de cette statistique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence à plonger dans l'image du protocole Ganzfeld sur internet, ça évolue au cours du temps. Depuis quelques années, c'est surtout une expérience horreur à faire longtemps pour se donner des hallucinations qui seraient dangereuses. Attendez, je suis désolé, j'ai décroché, je lis le message du gars. Ah oui, oh, cuck. Mais si on recule un peu dans le temps, on se rend compte que Cuck, hein. Bro, va te branler. C'était surtout un sujet de niche, traité dans de petites chaînes YouTube traitant de surnaturel. Dans ces vidéos-là, c'est montré un peu comme un truc qui fait peur, mais c'est aussi montré comme un truc qui peut ouvrir tes sens et te permettre d'être un peu médium et de contacter des esprits. Et si tu remontes encore plus dans le temps, c'est pas quelque chose qui fait peur, mais plus une preuve de l'existence des capacités extrasensorielles et plutôt une sorte de concept Merci demi-portion. psychédélique New Age, dont on chante pas mal les bénéfices. Au cours du temps, le sujet s'est horrorisé, lâchant de plus en plus le côté psychédélique New Age, un peu méditation, un peu en contact les esprits, pour aller plutôt dans de la désinformation psycho-horrifique. Les deux extrêmes de cette progression du sujet m'ont l'air, de ce que j'ai pu voir, pas ouf du tout.
Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais surtout, ça ouvre les yeux sur un fait qui, moi, me fait un peu peur pour l'instant. C'est qu'on est en face d'un sujet qui change de dangerosité, d'effet et d'image en fonction de qui en parle. C'est space un peu. Et Attends, quoi? Mais du coup, j'ai rien suivi. pas ouf du tout. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais surtout, ça ouvre les yeux sur un fait qui, moi, me fait un peu peur pour l'instant. C'est qu'on est en face d'un sujet qui change de dangerosité, d'effet et d'image en fonction de qui en parle. C'est space un peu. Et Oui, d'accord, c'est un scam, quoi, oui. Et le point commun chez chacun d'entre eux, c'est qu'ils disent tous que c'est prouvé par la science. On va quand même essayer l'expérience de télépathie parce que je suis assez curieux de voir si ça fonctionne, surtout que visiblement il y a vraiment des études sur le sujet. Donc allez, partons avec un esprit ouvert. Donc pour cette expérience, il me faut une deuxième personne. Ça va être ma pote Cynthia. Voilà, bonjour à elle. Cynthia va jouer le rôle de l'émetteur, c'est-à-dire qu'elle va regarder une image pendant 35 minutes. On fait 5 minutes de plus pour être sûr que ça fonctionne. Elle va se concentrer très fort pour me l'envoyer, quoi que ça veuille dire. Et moi, C'est trop bizarre. Putain, mais de croire que le cerveau humain, ça fonctionne comme le airdrop, je comprends pas. de mon côté, je serai dans une autre pièce en train de faire le protocole avec une lumière rouge pour maximiser les chances de réussite. Je vais garder l'image secrète pour que vous puissiez découvrir avec moi. C'est à peu près tout. Évidemment, je n'ai aucune idée de quelle image va être choisie, et lorsque le timer sera fini, Cynthia viendra me voir, je lui dirai ce que je pense que l'image est, je lui ferai une description de celle-ci. Ensuite, sans qu'elle me réponde si c'est vrai ou non, elle va me montrer 4 images, et à ce moment-là, je vais devoir choisir laquelle des 4 correspond le plus à ce que j'ai vu. L'idée, c'est de voir si, à partir de rien, je peux reconnaître l'image, et voir ensuite si, à partir d'une sélection d'images restreinte, je peux deviner l'image. Je maintiens que quand je fais cette expérience, je suis de bonne foi. J'ai vraiment envie que ça marche, je suis pas dans un mauvais esprit, et en plus de ça, j'ai pu lire plusieurs fois sur internet que cette expérience marchait surprenamment bien. Donc c'est dans ces circonstances-là que je Bizarre quand même, genre ça a marché. mets mes balles de ping-pong, et ainsi, l'expérience commence. Pendant cette expérience, je suis resté particulièrement serein. Cynthia, de son côté, devait pendant 35 minutes regarder une image en s'imaginant qu'elle me l'envoyait dans ses moindres détails. Et 35 minutes à juste faire ça, c'est long, et surtout c'est un peu ennuyeux. Je m'étais également dit que j'allais m'exprimer à voix haute dès lors que j'avais des choses significatives qui se voyaient dans ma vision. Ça commence à entre guillemets clignoter en haut et en bas. Comme s'il y avait un cercle au centre de ma vision. Vous devez certainement vous dire que ma diction est un peu bizarre et c'est complètement normal. Parler avec un énorme bruit blanc qui perce tes oreilles, c'est très distrayant, surtout quand tu peux pas t'entendre. Du coup, au fur et à mesure de l'expérience, j'ai abandonné l'idée de décrire ce qui se passait et je me suis laissé prendre dans l'expérience. Wow. Oh putain. Ok, donc j'ai terminé donc de faire l'expérience Ganzfeld. J'ai attendu environ 35 minutes, Cynthia avec moi également, et elle avait une image à regarder qu'elle était censée m'envoyer par télépathie. Et d'abord, moi dans un premier temps, ce que je vais essayer de faire, donc, c'est d'expliquer ce que moi concrètement j'ai vu, les formes que j'ai cru apercevoir. Pardon, ça me fait rire. Je suis en train de penser, genre, imaginez, elle a switché, elle a été voir un truc sur Rule 34. J'ai pas vu grand chose, voilà, rien de très nouveau, mais je vais lui donner une description et elle va me dire du coup si c'est correct ou pas. Alors, Et alors là, c'est le gros cul de Sonic, là, je reconnais. j'ai vu 3 figures en particulier. D'abord, un cercle en face de ma vision, les contours sombres. Ensuite, Le cul de Sonic. 2 visages de profil proches qui s'embrassent, un peu comme ça. Tu vois, un peu en miroir. Un visage un peu de cet angle-là, tu vois. Vous pouvez voir les 2 trous du nez et une bouche qui fait ça comme ça. Peut-être celui d'un chien. J'avais l'impression Hein? parfois qu'il y avait comme un cercle d'arbres sur les contours de ma vision. Maintenant que j'avais Un chien qui fait ah comme ça que quoi? décrit une partie des choses que j'avais vues, en tout cas ce dont je me souvenais le plus rapidement, j'allais enfin pouvoir voir les 4 images sélectionnées, à l'intérieur desquelles se cachait la bonne image. Celle-là. Ok, donc un banc comme ça, ok. Ok. Un requin marteau. Non, c'est un requin, un squale. Ok. Oui, bon, c'est la lune, quoi. T'as vu un rond noir, Oui, non, bah, c'est facile, quoi. Ok. Un cercle en face de ma vision, les contours sombres. Oui, bon, c'est simple, quoi.
Ça, je vous l'avoue, sur le moment, ça m'a un peu surpris. Vous allez voir très vite après que je vais rationaliser le truc, mais j'avoue que ça m'a déstabilisé. L'image ressemblait vraiment beaucoup à une des images que j'avais vues. Et enfin... Des poivrons rouges, ok. C'est bâtard parce que, alors, en gros, là, évidemment, moi, ce que je serais tenté de dire, du coup, c'est la lune. Bah oui, c'est bâtard. Bah oui, tu vas avoir la même analyse que moi, c'est que c'est trop simple. Mais le problème, c'est que le cercle brillant en face de la vision et tout le reste en noir, je l'ai eu dans strictement chacune des expériences Ganzfeld que j'ai fait jusqu'à maintenant. Bah oui. Du coup, ça me paraît un peu trop facile. Je suis entre le... En fait... Oh, les bâtards. Je suis en train de me rendre compte à quel point le concept de l'expérience... S'il y a quelqu'un qui est en train de t'influencer, ça peut être bâtard parce qu'en fait chacune des images peut fonctionner. Là je vais être obligé de me couper et d'enlever plusieurs informations de cette partie-là de l'interview. Parce qu'il y a des choses que je vais dire à l'intérieur qui vont être très importantes plus tard. Ah, en mode, ils ont justifié leur expérience en sélectionnant des photos qui ressemblent déjà aux formes des photos. Parce que là dans ma tête, il vient de se passer un truc extrêmement important pour la suite de la vidéo. Mais je peux pas vous en parler tout de suite. Les poivrons, ça pourrait être ça. La lune, du coup, bah, c'est le truc classique qu'on peut voir à chaque fois. Le requin, ça pourrait être les deux formes, mais comme il y en a pas... Le requin, c'est celui que j'ai le moins en tête. C'est un dauphin ou un requin? Non, c'est un requin. C'est un requin, ouais, on est d'accord. Si j'étais sincère avec moi-même, je choisirais vraiment la lune. Pour toi, c'est ce qui a vraiment... ce que t'as vu, quoi. Non, parce que c'est pas du tout ce que j'ai vu la majorité du temps, on va dire. Je partirais sur le banc. Sur le banc? Oui. Ok. Je te dis ce que c'est? Vas-y. Non. C'était les poivrons. Ouais, super, hein. Ça m'étonne Expérience de zinzin. pas. Mais en vrai, on s'y attendait. Hein. Dans Oui. aucun monde, ça allait marcher. Et même si on voulait avoir des résultats cohérents, il faudrait reproduire l'expérience. Après, je sais pas, des fois, je sais pas. Genre, moi, je crois pas en la télépathie, mais des fois, genre, d'un coup, je me mets à penser à quelqu'un. Et je me dis, attends, pourquoi je pense à la personne d'un coup, là? Est-ce que c'est parce que la personne, elle pensait à moi aussi à ce moment-là? Des fois, vous avez jamais cette sensation où vous vous dites, si la personne, elle me vient à l'esprit tout de suite, c'est peut-être parce qu'elle est en train de penser à moi aussi. J'ai l'impression. Genre, je sais pas, des fois, je fais des associations comme ça. Plusieurs fois avec plein de gens. Et Et la personne t'appelle. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. ça me paraît être beaucoup pour un truc qu'on sait très bien qui ne va pas marcher. La télépathie n'existe pas, et j'ai l'impression que tous les gens qui disent voir des tonnes de trucs, des tonnes d'hallucinations, ceux qui assurent que c'est possible de communiquer avec de la télépathie, tous ces gens, c'est sûr que c'est des menteurs. Ok. Les Japonais, quand tu éternues, c'est que quelqu'un parle de toi. Ça fonctionne pas. Que genre, le président, il serait tout le temps enrhumé, genre. Genre, je sais pas, genre... Possible de communiquer avec de la télépathie, tous ces gens, c'est sûr que c'est des menteurs. Ok, Félix, je t'arrête là, parce que tu t'apprêtes à dire des bêtises. Voilà, donc c'est le moment où j'arrive pour stopper la vidéo. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup écrit pour faire cette vidéo. Mais le protocole Ganzfeld et le fait de faire des recherches sur ce sujet, ça m'a amené dans un tunnel de pensée qui m'a amené à écrire une conclusion qui allait dans tous les sens et surtout qui était mais glauquissime. Elle restera un Lost Media. C'est pour ça que cette vidéo a mis autant de temps aussi, c'est parce que j'ai dû annuler des parties de vidéos entières, ce qui m'était quasiment jamais arrivé. Mon objectif là, ça va être de vous faire une conclusion beaucoup plus raisonnable sur le sujet du protocole Ganzfeld. Ouais, il avait écrit un dark poème, là. Et essayer d'expliquer un peu ce qui s'est passé. On va essayer de s'approcher le plus possible de la vérité. Ça va pas forcément être fun tout le temps, voilà, c'est pas la vidéo la plus fun de ma chaîne. Mais je pense que ça mérite d'être raconté. Vous allez voir. D'abord, j'aimerais revenir à ce moment-là. Ce moment où l'expérience de télépathie ne marche pas. Durant cette expérience, je vais me rendre compte d'énormément de problèmes qu'il y avait avec mon expérience, la méthodologie du protocole Ganzfeld et la mienne. Non, c'était les poivrons. Ça m'étonne pas. À ce moment-là, je vais me mettre à parler un peu avec Rebecca qui était derrière la caméra et Cynthia, et elles vont me révéler qu'elles avaient beaucoup réfléchi aux images qu'elles allaient prendre. Par rapport au requin, j'ai pensé à la lumière de là où j'étais. On a pensé au truc qu'on pouvait voir. Bah, on a pensé aux couleurs. On a bien divisé. Je viens d'apprendre que du coup, ils ont choisi des images très différentes, des couleurs différentes, des formes différentes, des sujets différents à chaque fois, etc. Est-ce que c'était pensé le truc de la lune avec le fait de... Ok, c'était pas pensé ça.
Rebecca va continuer de m'expliquer le raisonnement derrière la sélection d'images qui étaient toutes radicalement différentes. Elle voulait éviter au maximum que je puisse m'auto-convaincre qu'une image ressemblait à une autre et que donc j'ai l'impression que l'expérience avait quand même un peu marché. Malgré ça, ça a quand même raté. Les trucs que j'avais vus étaient tellement vagues que tout pouvait correspondre. En fait, en soi, faire l'expérience seule, faire qu'une seule fois, ça sert à rien. Parce que... moi, j'ai l'impression que c'est pas que tout pouvait y ressembler. C'est que t'as tellement rien vu que tu peux te persuader toi-même d'avoir vu ça, en fait. Il faut la reproduire plusieurs fois pour avoir des vrais résultats. Mais en fait, ce que ça m'a appris concrètement, c'est que cette expérience, c'est un peu de la merde, en fait. Si tu m'avais orienté, je l'aurais pas remarqué. J'aurais vraiment... Genre, chacune des images pouvait fonctionner avec ce que j'ai vu. Parce que c'est trop vague. C'est de la merde un peu. J'avais l'impression qu'on pouvait interpréter des trucs vagues et les associer à des images très facilement. Wow, 20 minutes de vidéo pour ça. Hein. Non mais c'est bien, il fait ses expériences. Par effet Barnum et par pareidolie. L'effet Barnum, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on trouve une validation personnelle. Moi je préférais quand je regardais des points et que je voyais plus le point, quoi. Moi j'aimais bien. Dans une description très vague, nous donnant l'impression de s'y retrouver. C'est comme ça que marchent les horoscopes et plusieurs techniques de manipulation. À ce moment-là, j'ai commencé à un peu m'emporter et j'ai un peu divagué. J'étais très énervé quand je suis sorti de l'expérience. J'avais l'impression qu'il y avait un gros foutage de gueule, que l'information était pas si accessible que ça, et que lentement elle se déformait avec le temps. J'ai commencé à faire beaucoup de recherches, refaire et refaire encore le protocole en espérant voir des trucs, et j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être un mensonge quelque part. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que le protocole Ganzfeld c'est de la merde? Vous allez voir. Il y a surtout beaucoup plus de questions qu'on doit se poser que juste ces deux-là. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire de comment je pense qu'une information s'est tordue pendant presque 100 ans. Et au passage, vous allez peut-être comprendre pourquoi j'ai complètement vrillé. Et pour vous raconter cette histoire, il faut donc revenir au tout début. Voici ce que je pense être la vérité sur le protocole Ganzfeld. C'est rigolo quand il a dit que ça pouvait durer 3 mois. Bah oui, à la limite, le vrai truc là qu'on a eu dans la vidéo, c'est le truc avec les carrés rouges et verts. Ça avait l'air un peu matrixant. Wolfgang Metzger est né à Heidelberg en 1899. Il passera son baccalauréat en 1917 avant d'être recruté dans l'armée pour la Première Guerre mondiale. À 19 ans, il combat dans l'armée allemande et perd son œil gauche pendant la bataille contre la France à Champagne en 1918. En entrant dans ses études en 1920, il va se rendre compte d'un truc qui va le fasciner. Dans ses cours de sciences, on lui avait dit que la perception de la profondeur, donc la perception en 3D, était liée au fait qu'on avait 2 yeux. Et même si c'est vrai... C'est triste. C'est pas entièrement vrai. Pourquoi? Parce que lui, il a perdu un œil pendant la guerre et qu'il voit encore en 3D. Quand il va s'en rendre compte, il va commencer à s'intéresser à la question de la perception visuelle. D'abord uniquement la profondeur, puis ensuite ça va s'étendre à la vision en général. Il va commencer ses... Mais attendez, on voit... Attends, est-ce que je vois en 3D comme ça, là? Alors, par exemple, j'ai ce verre-là. Ah mais non, mais là, je le sens, donc ça va pas. Ça a l'air d'aller, hein. Ses études et les finir à Berlin. Maros, bah non, mais en fait, j'essayais de voir si dans l'espace, j'arrivais à saisir le verre avec un seul œil. Que fais-tu? Bah, si je peux pas voir en 3D. Si je peux pas voir en 3D, genre... Je suis censé pas pouvoir l'attraper et me rater, tu vois. Enfin, bref. 1926 en faisant une thèse, il va ensuite passer une année à l'étranger et il va revenir en Allemagne pour devenir assistant à l'université de psychologie de Berlin. Et à l'époque, à Berlin, il y a 3 personnes qui enseignent. Ces 3 gars, c'est Wolfgang Köhler, Kurt Kofka et Max Wertheimer. Et de leur côté, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils essayent de créer une nouvelle théorie au niveau de la psychologie de la forme ou la Gestalt. Et Metzger fera partie de l'une de leurs premières générations d'élèves et là, il s'apprêtait à devenir leur assistant. Donc c'est là concrètement qu'il va apprendre un peu tous les préceptes. T'es artiste, tu te serais rendu compte si tu voyais pas en 3D. Bah non, c'est un peu débile parce que par exemple, si je vous dessine un espace, si je dessine un espace sur une feuille de dessin en volume, bah vous avez l'impression qu'il y a du volume. Mais c'est parce que vous êtes habitué à avoir du volume. Ça veut dire que logiquement, vous voyez en 2D. Mais votre corps, il s'est habitué à vous dire que c'est de la profondeur. Tu essaies de toucher le bout d'un crayon avec un autre bout du crayon, c'est à la verticale, en fermant un œil, c'est difficile. C'est la profondeur qui est affectée. Attends, quoi? Le bout d'un crayon avec un autre bout de crayon. Attendez, c'est vrai que c'est vrai, attendez.
Ah, c'est bon. Attendez, je le refais genre. J'y arrive pas. Ça marche. Pose un crayon. Bah non, mais là, ça marchait. Tu as plein de choses qui rentrent en compte la proprioception. Du coup, ça ne marche pas. Ah, vous cassez les couilles. Ah, c'est bon. De psychologie qui vont le fasciner. Pendant son temps comme assistant, Metzger va se poser des questions sur la vision, et notamment la vision monoculaire, puis en 1929, il va se poser une question. Bon là, ça redevient un peu technique, mais en gros, dans la pensée de la philosophie Gestalt, le cerveau donc crée la perception. Il prend les stimulus, il les interprète, et il fait un truc qui n'est pas la somme de ses stimuli. J'espère que je suis compréhensible. Donc le cerveau, il a une fonction qui structure les sens. Il structure et il fait des choix. Et du coup, comme c'est une machine qui structure, qu'est-ce qui se passe si tu lui donnes un truc qui n'a aucune structure? Est-ce qu'il va la créer lui-même? Est-ce que c'est un bon moyen de prouver que le cerveau structure les infos? Il s'est également posé cette question car les psychologues de l'époque étaient déjà au courant que des gens restant dans le noir complet très longtemps se mettaient à avoir des hallucinations complexes à base de formes géométriques lumineuses, ce qu'on appelle le prisoner cinéma. Ils étaient également au courant à l'époque que des explorateurs en Arctique finissaient, à force de voir de la neige uniforme en permanence, à avoir de la même manière des hallucinations importantes. L'idée c'est Oui, ils voient des couleurs dans la neige. Pas de s'intéresser à la privation sensorielle. Ça vous est jamais arrivé quand vous regardez longtemps des longs paysages neigeux, genre quand il a beaucoup neigé et tout, vous finissez par voir des nuances de couleurs dans la neige? Il veut une stimulation sensorielle complètement homogène, qui n'a pas la moindre structure. Il faudrait donc recouvrir le champ entier de la vision. Et en allemand, champ entier, ça se prononce Ganzfeld. Ainsi, il va créer la première expérience Ganzfeld. Il va prendre une surface carrée de 4 par 4 mètres et placer un observateur à 1,25 mètres de cette surface, et enfin, il va l'éclairer avec un éclairage neutre. Et les gens qui feront cette expérience remarqueront des petites choses sympas, des petites pseudo-hallucinations, les trucs dont j'avais parlé. Où sont les fantômes? Où sont les télépathes? Où sont les balles de ping-pong? Où est le bruit blanc? Où est la lumière rouge? Pas encore là. Et ça, c'est un des premiers trucs qui m'a fait vriller. Il y a beaucoup d'endroits sur internet où j'ai pu voir l'information que Wolfgang Metzger, en 1929, s'était intéressé à la télépathie et qu'il avait fait cette expérience. Et pas du tout. Le protocole Ganzfeld, c'est une petite virgule dans son taf, et aussi, jamais il n'a été intéressé par la télépathie. Putain, mais ça, c'est comme les sorties de corps, là. Comment on appelle ça? Les événements EMF? Ouais, je sais plus comment on dit. Mais ça, les gens scam hein, de fou. Enfin, genre, je me demande, mais comment ça a pu prendre autant de proportions? Genre, ça n'existe pas, en fait. Projection astrale, oui, les trucs comme ça, là. NDE, expérience de mort imminente. Oui, ces trucs-là, genre... Je sais pas, ça a l'air bizarre. J'en ai fait. Vieux man aussi. Non, mais les gens, je sais pas. Ça a pas l'air... En fait, il y a eu des expériences où ils mettaient un truc, genre... par exemple, dans la salle d'opération, ils mettaient un truc en hauteur sur un meuble. Mais c'est faux, les gens, ils arrivent pas à savoir ce qu'il y avait sur le meuble, genre. Tout ça, pour lui, c'était de la psychologie de la Gestalt. Tout ça, ça m'a fait vraiment péter un câble, pour une raison simple. Ces informations-là sont pas difficiles à trouver. La page Wikipédia sur le protocole Ganzfeld est... Ça me faisait tellement bander au collège. Ah, mais... Mais moi, je comprends que ça puisse faire bander. Moi, je me rappelle, avec Ilyes, sur Discord, on avait un pote. Il était un peu bizarre. Et en gros, il prenait des cocktails de drogue pour faire des expériences de sortie de corps. Et en fait, il faisait ça pour prouver que dans l'islam, l'âme existait. Genre vraiment, pour lui, c'était un délire un peu théologique, où il était en mode, bah dans l'islam, il y a une question d'âme et tout ça. Et du coup, si je fais des sorties de corps, c'est-à-dire l'âme, elle existe et tout. Je sais pas... Bref. Plutôt bien faite. Le bail mystique un peu, ouais. Et franchement, il y a la quasi-totalité des informations nécessaires. Il y a des trucs plus techniques qui arriveront plus tard, mais c'est une excellente vulgarisation du sujet. Pourquoi l'information est autant déformée dès lors qu'elle arrive sur YouTube ou sur TikTok? Alors je vais continuer la chronologie et on va arriver doucement au moment de la vidéo que j'aime le moins et que je vais pas trop détailler, mais je vais faire de mon mieux. Qu'est-ce qu'a fait Wolfgang Metzger après? Eh ben, on est en Allemagne et c'est le début des années 30 et vous voyez... Il est devenu nazi.
déjà où ça va aller. Pour éviter des problèmes avec YouTube, je vais pas utiliser les termes, mais bon, en 1933, il y a un gouvernement vraiment pas cool qui va arriver à la tête de l'Allemagne. Parmi les 3 inventeurs de la Gestalt, il y a Max Wertheimer qui est juif et Kafka qui est de descendance juive. Donc Wertheimer, il va s'échapper de l'Allemagne pour aller en Amérique, et Kafka, qui y était déjà depuis 1927, bah il y est resté. Köhler et Metzger, ils vont rester. Il y est resté dans quel sens? Attendez, c'est les deux sens à la fois? Et Köhler va devenir un critique vocal du gouvernement. Il va faire des articles critiquant l'idéologie, puis refuser de faire des saluts avant chacun de ses cours, mais il finira par quitter le pays en 1935, à la fois à cause de pression du gouvernement et parce qu'il en pouvait juste plus. Metzger, lui, il va rester, et en 1937, bah, il va bien sucer les nazis. Il va rejoindre le parti. Ouais. Bon, aujourd'hui, la question de est-ce que Metzger était d'accord avec ce parti, elle est compliquée, cette question. À la fois, il serait resté car c'était difficile de quitter l'Allemagne aussi tard sans avoir de problème, qu'il voulait pas empêcher la psychologie de disparaître en Allemagne et que sa femme était enceinte, et il aurait également réussi avec des techniques à citer des auteurs et scientifiques juifs dans ses œuvres, et ce malgré la censure qui était présente à l'époque. Mais à côté de ça, il s'est engueulé très fort avec Köhler par lettre interposée pour trahison et ne pas avoir cité des scientifiques juifs dans une revue en juin 1937, et ils ne se sont pas parlé jusqu'à la fin de la guerre à cause de ça. Il a fait des articles scientifiques ouvertement politiques pour allier Gestalt et idéologie. Voilà. Et il a également radié cette partie de sa vie dans son autobiographie en 1972. Et tout ça, il le faisait alors que Kafka et Wertheimer étaient en train de mourir de maladies en Amérique, notamment à cause de la pauvreté et le fait d'avoir été forcé de partir. Ouais, c'est vraiment pas beau à voir comme partie de l'histoire. Metzger a visiblement, selon la plupart des sources, par carriérisme, participé à des idéologies horribles de manière semi-active. C'est sale et c'est pas à oublier. Et c'est ce qui nous attend sous Bardella. Let's go. Est-ce que Metzger va reparler du protocole Ganzfeld dans sa vie, même après la guerre, etc. Pas vraiment en fait. En 1949, il va fonder un institut de psychologie à Münster et il va rester à la tête de cet établissement jusqu'à sa mort. Pas de télépathie, pas de perception extrasensorielle, rien de tout ça. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après pour qu'on en arrive à l'état où on est aujourd'hui? D'abord, au cours du temps, les travaux de Metzger ils vont être passés de main en main et son modèle de protocole va être amélioré. D'abord, on a en 1952 Gibson et Dibble qui créent Merci Robert. Un autre format de l'expérience avec cette fois-ci une demi-sphère éclairée en face de l'observateur pour avoir l'intégralité du champ visuel. Et une année avant, on a un chercheur en psychologie, Julian Horberg, qui a créé la technique DIY connue aujourd'hui avec les balles de ping-pong. À partir de ce moment-là, il va pas se passer grand-chose jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 60. Et dans les années 60, la mode dans la psychologie et dans les études, c'est le sommeil et les rêves. Il y a des études qui commencent pour la première fois à utiliser l'effet Ganzfeld pour parler d'autre chose. Ils vont l'utiliser pour voir l'impact que peut avoir la vision d'imagerie forte et forte en émotion sur les rêves et le sommeil. Et dans ces études, ils vont trouver qu'il y avait une corrélation entre l'imagerie forte vue avant le sommeil et les rêves qui venaient après. Sauf qu'en vrai, l'étude, elle a un défaut, c'est qu'elle parle pas vraiment d'état de sommeil. Putain, mais attendez, ça veut dire que si on se branle avant de dormir, on rêve de cul. C'est ça que ça veut dire? Elle parle plutôt d'état hypnagogique et elle fait le lien entre l'état dans lequel tu te trouves quand tu fais l'effet Ganzfeld et un état proche du sommeil. Et de ce que j'ai compris, c'est très sujet à débat. Ces recherches, elles vont tomber dans les mains d'un mec qui s'appelle Charles Start en 1964 et ce mec, c'est un psychologue et un parapsychologue. C'est les psychologues qui parlent des effets paranormaux. Des médiums et des trucs comme ça. Je suis pas hyper fan, et ce Charles Start, il va inclure les résultats positifs de l'expérience de 1964 sur les rêves et les mettre à l'intérieur de son livre Altered State of Consciousness. J'ai pas lu le livre, mais de ce que j'ai pu lire, il a beaucoup de défauts. Si c'est pas le travail le plus controversé de Charles Start, celui-ci est approximatif, ne sait pas donner de définition aux états modifiés de la conscience, c'est-à-dire son sujet, et est plus du niveau de la curiosité que du livre scientifiquement solide. Mais le problème, c'est que le bouquin, il va beaucoup fonctionner, et qu'il va parler à des tonnes de gens, et à beaucoup de parapsychologues, qui vont tous entendre parler du protocole Ganzfeld. Notamment un qui s'appelle Charles O'Norton. Alors, dans la première version de cette vidéo que j'avais réalisée, j'avais fait une partie... Il est parti loin dans son explication, j'ai du mal à suivre, je vous avoue. Longue à en crever,
sur cette partie de l'histoire. Je vais essayer de raccourcir un peu parce que c'était chiant. Mais vous allez voir, il y a un truc de fou qui se passe à l'intérieur. Charles Norton, c'est un parapsychologue et son objectif, lui, c'est de prouver la télépathie. Ce qu'il va faire donc, c'est qu'il va prendre plusieurs sujets, il va leur faire le protocole Ganzfeld en écoutant du bruit blanc. C'est, je crois, une des premières fois que le bruit blanc arrive. Et au milieu de leur séance, qui dure 35 minutes, il y a quelqu'un dans une pièce à côté qui, à un moment complètement aléatoire, va se mettre à regarder des images stéréoscopiques, des images en 2D qui, si tu louches, donnent un effet de 3D. Pendant ce temps-là, le mec qui fait l'effet Ganzfeld, il n'arrête pas de parler, il parle en boucle, et il décrit un peu ce qu'il voit, ses émotions, ses ressentis. Et c'est d'ailleurs là que je vais vous révéler un truc. Depuis le début, on dit protocole Ganzfeld, mais en réalité, le protocole Ganzfeld, c'est ça. C'est ses expériences avec la télépathie. Tout le reste, toute la recherche autour d'un champ uniforme de la vision, ça s'appelle l'effet Ganzfeld. Et ça, c'est une information qui se confond assez régulièrement. Et ce que Charles Norton dit dans une étude, c'est que les gens arrivaient très très bien à deviner les images qui étaient regardées par l'autre personne dans l'autre pièce. C'est de sa faute s'il y a de la télépathie dans cette histoire. Mais ça va être un peu plus compliqué que ça, vous allez voir. Quand quelqu'un fait une étude scientifique, qui prouve que la télépathie existe, dans les années 70, quand on est au milieu du mouvement New Age, tout le monde pète un câble. Le grand public s'intéresse à ça, plein de scientifiques s'intéressent à ça, des parapsychologues s'intéressent à ça également, et des tonnes d'études vont être réalisées. Plus de 42. Et les résultats sont étonnamment positifs. Mais vous l'imaginez, il y a un problème. Alors, c'est là qu'arrive le deuxième personnage de cette histoire, Ray Hyman. Ray Hyman, il a une différence majeure avec Charles Norton. Ils sont certes tous les deux psychologues, mais Ray Hyman, il fait partie du, à l'époque, nouveau mouvement moderne de scepticisme. Et c'est aussi un magicien. Ah, les sceptiques. Et Ray Hyman, lui, à un moment, il se dit, bah tiens, donnez-moi vos preuves du paranormal, donnez-moi vos preuves des perceptions extrasensorielles. Moi, j'ai envie de voir vos études, je suis intéressé de voir si c'est solide ou si... Après, je sais pas, oui, les services secrets s'intéressent à ça. Moi, je trouve qu'il y a un truc bizarre. Par exemple, quand j'écoute Glucksmann parler, j'ai l'impression que le temps se dilate. Genre, j'ai l'impression, des fois, j'ai plus la notion du temps. Genre, j'ai l'impression que c'est... Quand il dit une phrase, la phrase, elle dure longtemps. Et le mot suivant, il est loin. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Il m'hypnotise. Je trouve qu'il y a des défauts dans la méthodologie. So many papers by then in parapsychology, it was impossible for me to sit down and read them all. I wanted to be fair, so I went around and asked every major parapsychologist I could you tell me what is the best evidence you have now, the best program in parapsychology? Almost unanimously, they said this Ganzfeld experiments. Donc Ray Hyman contacte Norton et Norton lui envoie 600 pages et Ray Hyman a pris au sérieux la parapsychologie, en démontant violemment toute leur méthodologie. Il a fait une méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui analyse les résultats de plein d'autres études, et il a fait une conclusion, les résultats ne veulent rien dire, parce que la méthodo est désastreuse. Il y a tellement de raisons pour lesquelles la méthodologie est désastreuse. Il a trouvé 12 erreurs majeures qui peuvent détruire une étude, et chacune des 42 études qu'on lui a envoyées comportait au moins une, si ce n'est pas souvent, genre 5, genre. Que ce soit des erreurs de randomisation, des mauvaises manières de compter les statistiques, mais aussi des trucs marrants, genre par exemple, il y avait des cas de fuite sensorielle, des gens regardaient des images et à travers les balles de ping-pong, les gens voyaient les images. Parfois on leur disait laquelle de ces images on t'a envoyé par télépathie, et genre l'image qu'ils devaient voir, bah il y avait des traces de doigts dessus. Il y a aussi des trucs un peu plus graves qui se seraient passés. Susan Blackmore, à l'époque parapsychologue et maintenant sceptique, avait notamment vu le parapsychologue Carl Sagan truquer ses protocoles Ganzfeld et manipuler les résultats de ses expériences. C'est pas la seule fois qu'il a été critiqué pour ça d'ailleurs. Il y avait plein de trucs qui allaient pas et c'était assez embarrassant. Norton, il va pas aimer cette réponse et il va faire sa propre réponse, une autre méta-analyse, cette fois-ci basée sur 28 études. Et la conclusion de Norton, en effet, il y a des problèmes avec la méthodo, mais ça ne change pas la validité de nos résultats. Si les études et la méta-analyse de oui, Feldup, c'est long. Norton a été violemment critiquée, vidéo de zététicien. Et celle de Ray Hyman aussi. Pas violemment, un peu, mais les deux font des erreurs. Et en fait, ça a créé une discussion qui en vrai est très symbolique de ce qui se passe en général avec ce genre de phénomène. All the parapsychological world was saying, oh boy, Oniton has demolished Hyman. Skeptics were saying Hyman has demolished Oniton, okay? None of these people, on either side, actually read the same articles. Personne n'avait lu l'étude, que ce soit les sceptiques ou les parapsychologues. Parapsychologists were taking Oniton's word. The skeptics were taking my word. C'est une situation qui montre bien qu'on est tous sujets au biais de confirmation. Le fait d'avoir tendance à interpréter et favoriser des informations qui vont dans le sens de ses croyances et le racisme, expériences passées.
Et ce qui fait particulièrement mal à Ayman dans cette situation-là, c'est que ça vient de son camp, qui se bat justement contre ces billets. Donc à ce moment-là, O'Norton et Ayman ils se mettent d'accord et ils vont se rencontrer pour la première fois, ils vont parler ensemble. Et en fait, O'Norton il était blessé de fou. He was almost in tears. He said, "You said so many bad things about me in this thing here." And I said, "I didn't say anything bad about you. I just cited all the ways you were wrong." Ils vont finalement plutôt bien s'entendre, ils vont se mettre d'accord sur un truc. La méthodologie fonctionne pas, et O'Norton va avouer que Ayman avait franchement raison et que les résultats qui avaient été trouvés dans les études n'étaient pas suffisants. Donc, avec ça, ils vont créer l'auto-Ganzfeld. C'est une nouvelle procédure qui est cette fois-ci automatisée par ordinateur et enregistrée du début à la fin. Un ordinateur choisit une cible au pif, et il choisit également un émetteur et un récepteur au pif dans une sélection de gens. Pour ceux qui ne savent pas, la cible, c'est l'image qu'on doit faire deviner ou les nouvelles qui venaient d'arriver, les sujets dynamiques, c'est-à-dire des cibles qui sont en fait des vidéos. Tu dois envoyer une vidéo que tu vois par télépathie, et à la fin... Et il a débunké le truc. Oui, oui, on a compris, oui. Ah. L'ordinateur montre 4 images, et parmi ces 4 images se trouve la cible qui a été envoyée, et la personne qui a fait le protocole Ganzfeld doit deviner la bonne. Le pourcentage de réussite doit être, du coup, s'il n'y a pas de télépathie, 25%. En moyenne, les études doivent scorer 25%. Oui. Et donc, il y a plein d'études qui vont être réalisées, plein de tests qui vont être réalisés avec cette nouvelle méthodologie qui fonctionne. Et vous vous imaginez que si on utilise la bonne méthodologie, bien scientifique, avec tous les critères bien placés et qu'on est extrêmement rigoureux, si tu ça ne marche pas. Tu fais un pourcentage de réussite des études, tu obtiens 32%. Quoi ? Oui, mais ça, c'est parce qu'il y avait une image dans le lot qui était plus intéressante que les autres, et du coup, ils l'ont choisi elle. C'est un billet. Le score de Bardella. Comment ça, 32%? Comment ça, Bardella? Comment ça? C'est le truc qui m'a fait vriller. Il est là. C'est le truc principal qui m'a fait vriller. Ce chiffre. Il y a énormément de nuances derrière ce chiffre et j'ai bien pu le digérer parce on dirait qu'il parle des élections du coup. J'ai envie de le remettre. Là, il parle des élections là. Il y a énormément de nuances derrière ce chiffre et j'ai bien pu le digérer parce que plus je faisais des recherches, plus ça devenait flou. Est-ce que ce chiffre est bon? Ça me fait rire. La question que je me suis posée. Mon consensus aujourd'hui, c'est que ce chiffre est trop biaisé, mais qu'il est quand même un peu particulier. Même Ayman, sur le moment, il va recevoir les résultats, il va se dire... Curieux un peu quand même. Je pourrais faire une longue explication de tous les tenants et aboutissants, mais voici les arguments principaux qui font qu'aujourd'hui, Ayman dit « c'est de la merde ». Les principaux arguments d'Ayman, c'est que la méthodologie n'a pas été respectée dans les études. Selon Ayman, les études étaient mal randomisées, mal automatisées, toujours des problèmes de fuite sensorielle possibles et pas assez d'expériences faites en général. Il y avait aussi des études qui étaient parfois supervisées par des gens et qui parfois orientaient les gens et leur faisaient penser qu'ils avaient vu une chose en particulier. Bah oui, genre si tu mets une photo, si tu... Regardez là, il y a un putain de point blanc là. C'est trop facile à avoir un truc comme ça. Du coup, les gens ils choisissent ça, genre. C'était assez rare, mais c'est le genre d'erreur méthodologique qu'on pouvait trouver. Aussi, la statistique pour les images envoyées par télépathie, les images, je précise, est bel et bien de 25%. C'est pour les vidéos que le chiffre est beaucoup plus élevé. Et sur le moment, les gens ils se sont demandé, mais pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à ça. En gros, il y a des gens qui disent, si c'est des vidéos avec du son, et que c'est pas bien isolé, vous comprenez. Aussi, tu peux sélectionner des gens qui ont un biais précis et tu peux analyser le biais de la personne qui va sélectionner les images et les vidéos si les gens ne respectent pas cette méthode. Mais selon moi, l'argument le plus ouf pour démonter ce 32%, c'est qu'en gros, Ayman s'est rendu compte que dans les études, plus une vidéo était jouée plusieurs fois au cours de plusieurs expériences, plus le pourcentage de réussite de l'expérience augmentait significativement. Genre... Comment ça ? Ça pouvait atteindre 50% de réussite sur certaines vidéos si elles étaient jouées plus de 6 fois au cours de plusieurs expériences. Et la théorie, c'est de dire que comme c'est des vidéos qui ont été enregistrées avec de la pellicule et qui sont jouées avec de la pellicule, elles se dégradent au fur et à mesure qu'on les joue. Et donc certaines personnes vont choisir la vidéo la plus dégradée et du coup, il y a plus de chances du coup qui tombent dessus. Il se peut aussi que si des vidéos sont réutilisées régulièrement comme la cible à atteindre, bah les sujets de l'expérience vont communiquer entre eux
et deviner plus facilement du coup la solution. Autre argument que je trouve très intéressant, c'est que même si les résultats étaient bons, ça ne prouverait pas pour autant l'existence de la télépathie et des perceptions extrasensorielles. En soi, ça pointe juste une anomalie statistique qu'il faut essayer de prouver, et l'explication de la télépathie n'est pas forcément la première qui viendrait en tête. Surtout que plus tard, il y a eu des expériences qui ont été réalisées, de ce que j'ai bien compris, sans envoyeur. C'est-à-dire qu'il y avait juste un ordinateur qui sélectionnait un truc au pif et quelqu'un qui faisait l'expérience Ganzfeld d'à côté. Et bah apparemment, ces études ont réussi aussi. C'est-à-dire que la personne a vu l'image, alors que personne ne l'envoyait. C'est à prendre avec des pincettes, il y en a peut-être pas assez des expériences sur le sujet. Mais par contre, ça met un petit peu un coup dans la théorie de la télépathie. Il y a plein d'autres arguments, des trucs de statistiques compliqués, mais la flemme. Je vous avoue, la flemme. Le problème du protocole Ganzfeld, c'est que c'est un débat qui n'est pas tout à fait fini techniquement actuellement. Il y a encore des méta-analyses qui arrivent de temps en temps et qui donnent soit des résultats supérieurs à 30%, soit qui critiquent la méthodologie. Il y a même un problème en soi avec les méta-analyses. Quand tu fais une compilation d'études, les études que tu vas inclure, elles définissent forcément un biais. Tu vas avoir tendance à plutôt éviter les trucs qui ont été ratés. Et en général, les études qui ont raté ne sont même pas publiées. La raison pour laquelle ça m'a particulièrement atteint, ça, c'est que je me suis rendu compte que j'étais parti du principe que de toute manière, j'étais supérieur à ces gens. Mais non, en fait, je me suis bien pris une douche d'humilité. Parce qu'il n'y a pas de réponse définitive sur la question. Évidemment, la balance penche plus sur le « c'est des erreurs de méthodo », mais c'est suffisamment significatif pour que des gens demandent qu'on refasse des études quand même. Si la conclusion originelle que j'avais fait pour cette vidéo était censée être très moralisatrice, là mon objectif ça va être très différent. Je vais juste poser une dernière question qui je trouve intéressante. Pourquoi sur internet l'information est difficile d'accès? Et surtout pourquoi il y a des groupes sur internet tous très définis qui ont des discours Ah ouais, c'est interminable. complètement différents sur un même sujet, et pourquoi on dirait qu'il n'y a aucune communication? Il est en train de dire pourquoi il y a des complotistes sur internet, gros. Je m'en suis bien rendu compte en faisant cette vidéo que une des raisons majeures, c'est que c'est compliqué de lire une étude scientifique. Pour ça que cette vidéo a mis beaucoup de temps, c'est que lire des études scientifiques et comprendre ce qu'on te raconte, ça demande souvent d'avoir des diplômes que moi je n'ai pas. Et en vrai, je trouve que ce manque de transparence au niveau de la Pour ça, il faut aller sur Reddit. science est un peu dangereux. Ça peut amener à des cas de désinformation de ce type. Et là, pour l'instant, c'est pas grave. Mais quand on va commencer à avoir des cas de désinformation de ce type sur des questions genre des remèdes à des maladies graves, ça va amener à des situations de charlatanisme qui sont déjà arrivées. Ou alors, Attends, quoi? Thierry Casasnovas? remèdes à des maladies graves, ça va amener Malgré son contrôle judiciaire, continue de tenir des conférences payantes. à des situations de charlatanisme qui sont déjà arrivées. Ou alors ça va amener à des gens qui vont vendre des lunettes pour faire le protocole Ganzfeld. Au cas où, c'est une arnaque, ça coûte 99 $ et concrètement, ça a le même effet qu'une feuille de papier ou des balles de ping-pong. D'accord. Vraiment, n'achetez pas ça. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème de verticalité dans la communication et la transmission de la science, où la science et le scepticisme est plutôt considéré comme un truc d'élite et que toute tentative de vulgarisation est considérée comme ridicule. Ah oui. Alors que c'est essentiel, faut que ça soit partagé à tout le monde, parce que sinon il y a vraiment des trucs dangereux qui peuvent se passer, on est en train de le voir. J'ai l'impression qu'à cause de problèmes de jugement, d'une difficulté de communication de la part du côté de la science et une peur de l'hostilité de la part du côté de la parapsychologie, il y a ce rift qui s'est créé entre ces deux groupes et que l'information s'est cloisonnée dans ces deux communautés. Ce qui fait qu'aujourd'hui le protocole Ganzfeld est ce que tu veux y trouver à l'intérieur, quoi. Également un petit truc, parce que je sais pas où est-ce que je pourrais le caser d'autre. Pourquoi on utilise des lumières rouges en fait? Et là je me suis posé la question et il s'avère que c'est pas du bullshit, c'est vraiment un truc qui est justifié par de la science. Il y a des études qui semblent montrer qu'en effet, t'es dans un mood un peu plus négatif lorsque tu fais l'expérience avec de la lumière rouge et surtout tu surestimes le temps que t'as passé à faire l'expérience. Elle te paraît beaucoup plus longue, au point que si tu veux te relaxer en faisant l'expérience, il est conseillé plutôt d'utiliser de la lumière verte. Il semblerait également que ce soit justifié par le fait que la lumière rouge passe mieux à travers les paupières. Là, j'avoue que la science, j'attendais pas à ce qu'elle justifie ça. Mais il y a aussi une autre question que je me suis posée et qui est très symptomatique de mes questionnements que j'ai eus, c'est est-ce que les gens qui voient des hallucinations mentent? Parce que moi j'ai rien vu de ouf, hein. J'ai vu des cercles, des traits, mais j'ai pas vu les trucs de fou. Et moi je me suis demandé s'il y avait pas du mensonge. Le seul endroit où j'ai l'impression que la plupart des gens ont vraiment menti, c'est sur YouTube et TikTok, et la plupart des gens le savent. L'objectif c'est de faire du psycho-horrifique, et c'est de la désinformation, mais c'est pas sur un sujet qui est extrêmement grave, c'est juste dommage. Le truc que je trouve fascinant, c'est que en réalité, non. La plupart des gens qui disent qu'ils ont vu des hallucinations de fous ne mentent pas. Et ça m'apprendra à partir du principe que des gens que je ne connais pas mentent. L'effet nocebo, c'est très puissant. Quand tu peux partir du principe que quelque chose va arriver. La vidéo de la pierre aurait été plus fun. Ah, je suis dégoûté.
et que les choses que tu as lues sur le sujet, c'est des trucs un peu paranormaux, horrifiques, tu peux avoir des effets vraiment violents, alors que c'est juste de la suggestion. Mais aussi, le protocole Ganzfeld, et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, ça m'a fait méditer. Ça m'a fait vraiment méditer. Et en fait, je l'ai fait beaucoup de fois. J'avais du mal à admettre que c'était agréable. C'est particulier. En vrai, c'est particulier. Tu contemples rien. Et c'est très déstimulant. Et du coup, quand tu médites et que t'es un peu ailleurs et que tu finis par regarder un même truc pendant plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures, tu finis peut-être par tomber dans le sommeil. Et la somnolence peut t'amener peut-être à ces hallucinations. Dernier argument, l'imagerie des gens est différente. Il y a des gens, par exemple, qui sont aphantasiques. La phantasie, c'est l'incapacité à avoir une image mentale. Pour voir si vous Ah, ça me fascine un peu, c'est vrai ça. êtes aphantasique, je vais vous demander de vous imaginer une pomme. Ok, je m'imagine une pomme. Ok. Maintenant, la pomme est de quelle couleur? Elle est rouge et il y a des petites taches dessus. Elle brille un petit peu. Elle a une tige ou pas? Elle est lisse ou rugueuse? Oui, elle a une tige. Elle a des taches? Un peu rugueuse. Elle a des taches, ouais. Elle a une feuille collée à la tige? Non. Elle est dans un fond noir complet ou elle est dans Non, blanc. une scène précise? Selon votre degré d'image mentale, Blanc comme les images Google, là. vous avez plus ou moins de détails. Une personne aphantasique n'a aucune idée visuelle de la pomme qu'il s'est imaginée, s'il a même réussi à se l'imaginer. Je ne sais pas si je suis aphantasique ou non. J'ai l'impression d'avoir peu d'image mentale. J'arrive toujours pas à comprendre si les gens, quand ils ferment leurs yeux et qu'ils pensent à un machin, ils le voient vraiment en face d'eux. Pitié, dites-le moi, parce que sinon c'est triste. Je suis aphantasique. C'est pas triste d'être aphantasique, mais ça fait chier un peu quand même. Et la Non, c'est pas que je la vois devant moi. C'est que, je sais pas, j'arrive à avoir une image. J'arrive à avoir une image, mais elle est pas devant moi, genre. Genre là, par exemple, je m'imagine genre Feldup faire du ping-pong. Mais je vois un peu à quoi ça peut ressembler, mais elle est pas devant moi, genre. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que en vrai c'est lié. Parce qu'il y a une autre expérience qui s'appelle le Gans Flicker que vous pouvez réaliser. On trouve beaucoup plus difficilement l'histoire du Gans Flicker sur internet. Par contre, on trouve des études intéressantes sur le sujet. Alors je fais un avertissement pour les personnes qui sont épileptiques. Allez à ce timecode là si vous voulez sauter cette partie là. Pour faire une expérience Gans Flicker, il vous faut un lien vers une vidéo qui va faire flasher un écran rouge et un écran noir avec une fréquence de 15 Hz. Écoutez du bruit blanc et regardez votre écran. C'est tout. Faites-le dans le noir, je pense, de préférence. Pas besoin de balles de ping-pong, pas besoin de trucs comme ça, pas besoin d'homogénéisation. Non, juste ça. Alors ça fatigue un peu les yeux, mais vous avez qu'à le faire 10 minutes, c'est bon, et vous aurez des effets. Normalement, le degré de vivacité des imageries que vous verrez, parce que ça va vous faire halluciner, ce degré d'imagerie définit votre niveau d'aphantasie. Alors, c'est pas entièrement comme ça, mais en tout cas c'est... Ah ouais ? Plutôt une manière de montrer que les pseudo-hallucinations sont plus ou moins vivaces en... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, vu que j'ai beaucoup d'imagination, je verrais des trucs genre direct fonction du niveau d'imagerie mentale. Il y a des gens qui voient des choses assez impressionnantes en faisant le Gans Flicker. Le test. Oh non, je vais pas faire le test. Des images complexes, parfois même des paysages. Des gens comme moi vont voir des formes géométriques vagues, des traits un peu dans la vision, et surtout cette impression qu'il y a de plus en plus d'irrégularité dans le clignotement. Et aussi, il y a des personnes qui ne voient tout simplement rien du tout. Ça fait aussi super mal à la tête, j'ai l'impression. Voilà, je l'ai fait pendant 40 minutes, j'aurais peut-être pas dû. Mais donc si j'ai très peu d'imagerie mentale, et que en vrai je partais du principe un peu de mauvaise foi, que j'allais prouver que c'était un peu de la merde toutes les histoires de paranormal, et que malgré toute la bonne foi du monde, j'étais prône à ne pas y croire, ça m'étonne pas que j'ai rien vu. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais vous donner des mots sans le moindre contexte. Posez-vous toujours la question de pourquoi vous croyez en certaines choses. Quelles sont les raisons et quelles sont les sources qui vous ont amené aux positions que vous avez aujourd'hui. Ah, la vidéo de sceptique chiant. C'est pas forcément parce qu'il est important de bien Non, mais c'est bien, mais oui. s'informer, de savoir d'où viennent nos opinions, mais c'est aussi parce que se rendre compte que l'on ne sait pas pourquoi on croit les choses auxquelles on croit, ça rend malheureux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle avait une forme beaucoup plus différente et je vais revenir sur des findings plus simples parce que j'ai la tête qui explose. D'abord, oui. Je vais essayer de reprendre des uploads plus réguliers et oui en effet, vous avez pu le voir, hein, la FAQ c'est complètement fait jarter. La tournée se passe super bien, voilà, on est très content. Je vous demande surtout de prendre des places pour le Bikini à Toulouse et le Trabendo à Paris. Oh, je suis lessivé. C'était chiant.